Le but du posing, en fait, c'est de montrer le corps sous son meilleur jour, de montrer quelque chose qui flatte la rétine, littéralement, et canon de tous les critères de beauté qu'on a pu avoir en tant qu'espèce humaine depuis la nuit des temps. Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à comprendre vos douleurs et diminuer vos blessures, et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. Ici, on y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada, et dans ce 16e épisode du podcast, je reçois Airsoviak, qui a remporté en 2019 le YouTube Classic, une compétition de bodybuilding naturel organisée sur YouTube par Lucas Gouif, anciennement Taiji Fitness pour les plus anciens. Il a aussi fait plusieurs compétitions de bodybuilding. Ça fait un moment que je voulais faire de mon côté un épisode qui était vraiment dédié à cette pratique, qui plus est naturelle. Donc je pensais avoir un interlocuteur compétent et intéressant dans ce domaine, qui est la musculation et les compétitions. Mais j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'il avait bien plus que des connaissances théoriques. Il a très souvent anticipé mes questions. Il a apporté des réflexions que je trouve pour ma part très intéressantes. Et des points de vue qui étaient pertinents autour de cette discipline. J'en dis pas plus, vous le découvrez au cours de l'épisode. On a été en profondeur, je trouve, sur des sujets, ce que représente réellement un corps esthétique. Enfin, en tout cas, ce qui est considéré comme beau dans un corps musclé, bodybuildé. On a discuté de l'évolution des standards en compétition, ainsi que les différentes catégories qu'il existe et comment se positionner si aujourd'hui vous souhaitez peut-être faire de la compétition. Pourquoi Airsoviak reste naturel et n'a toujours pas, jusqu'à présent, touché aux produits dopants. Et même, on est allé jusqu'à discuter de dans quelles conditions il pourrait essayer une cure de stéroïdes. On a discuté du fameux posing en musculation, quels étaient ses rôles et ses objectifs, et on a fini par une réflexion particulièrement intéressante sur la question que je lui ai posée qui était « Est-ce que le bodybuilding est vraiment un art ?» Je pense que ça devrait à la fois intéresser les novices, mais également les plus érudits. Cliquez sur le premier lien qu'il y a dans les notes ou la description du podcast. Vous aurez l'occasion de vous inscrire à la lettre biomécanique, elle est gratuite, je vous rappelle, je le dis à chaque épisode, et qui vous permet de recevoir directement chaque épisode du podcast directement dans votre boîte de réception avec des infos personnelles. C'est à travers ces mails que je communique avec les membres de la lettre, que je donne toutes mes informations et très souvent des réflexions que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, même pas sur ce podcast. Si vous appréciez le podcast ou l'épisode en question, laissez-moi une évaluation de 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast sur iPhone. À chaque nouveau commentaire, je gagne des points de vie et je saute sur place. Et puis surtout, vous m'aidez à monter dans les rankings des applications. Et pour ça, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je vous remercie d'ailleurs d'avance pour ceux qui vont laisser un commentaire. Et je remercie tous ceux qui ont déjà pris le temps de laisser un petit avis pour cette émission. Allez, je vous laisse écouter ma conversation avec Airsoviak. Et puis quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. J'ai l'honneur de recevoir Airsoviak, qui est le grand gagnant de YouTube Classic 2019. Je vais inviter peut-être tous les auditeurs avant de poursuivre l'écoute de cet épisode à aller taper ton nom, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit sur Google par exemple, pour qu'ils aient une idée d'à quoi tu ressembles d'un point de vue physique, également peut-être performance si sur ton Instagram, sur ton YouTube. Ouais, parce que là on dirait Jésus, là ça va pas. De quoi? Là on dirait Jésus, là ils vont se dire c'est qui ce gars. Non, c'est juste pour qu'ils aient une idée un petit peu du personnage, en tout cas du physique. T'as gagné le YouTube classique de Lucas Gouif, on y reviendra plus tard. J'ai toujours la même première question pour démarrer les podcasts, et c'est assez de circonstances pour le coup. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta première expérience dans une salle de sport, la première fois que t'as mis les pieds dans une salle de musculation, que t'as fait ton premier entraînement? Alors je m'en souviens très bien, du coup c'était en novembre 2012, du coup je m'étais inscrit pour la première fois dans une salle de sport dans un fitness park du coup. Et la salle de sport, je l'avais visitée juste une fois, j'y avais été seul, donc la place était énorme et puis en fait j'avais déjà un programme déjà de base parce que je m'étais renseigné en long et en large avant sur internet et notamment sur le site Superphysique à l'époque avec il y avait aussi beaucoup d'interventions de Michael Gundil que j'avais pu trouver sur YouTube. Donc j'étais arrivé, j'avais déjà mon petit programme prêt, j'avais un calepin avec tout écrit au crayon et puis du coup je cherchais où faire les exercices et puis voilà. Et c'était une séance dos abdos. Donc voilà. C'est plutôt original parce qu'en général, quand on fait une première séance, c'est jamais le dos, c'est plutôt les pecs ou les bras. Ouais.
Ouais. Non, moi c'était dos, et puis c'était dos, le lendemain j'ai fait les épaules. Mais t'étais déjà bien éduqué finalement, parce que si t'avais ton carnet, c'est que t'avais des notions de planification, d'entraînement déjà, c'est que t'es pas arrivé en faisant n'importe quoi. Non, parce que avant d'aller en salle de sport, en fait, je m'étais aussi un peu entraîné dans le garage, parce que mon père avait du vieux matos. Donc pendant mes 4 premiers mois, en fait, je me suis entraîné dans le garage, et ça allait. C'est juste qu'au bout d'un moment, je ne pouvais pas faire de traction, je pouvais pas faire certaines choses. Et en fait, ça me frustrait tout simplement, parce que je voyais plein de choses sur internet que je voulais absolument essayer, en fait. Et c'est là que je me suis dit, bon, il y a une salle de sport à 20-25 minutes de chez moi, je vais essayer, c'est 30 € l'abonnement, on va tester, quoi. Et donc, pendant ces mois où je faisais mes petits débuts dans le garage, j'étais aussi en train de me renseigner, de tout lire absolument sur la culture physique, et la nutrition et la diète. Tout ce que je pouvais trouver de gratuit, en fait, je le lisais. Puis après, je peux dire que je triangulais les informations, mais je les regroupais, je les recoupais, et puis je voyais ce qui avait l'air de beaucoup revenir, et ce qui revenait qu'une fois ou deux, ou pas du tout, en fait. Et c'est avec ça que je me suis dit, bon, bah, ça a l'air plutôt, c'est le truc que 20 personnes disent, donc ça doit être vrai. Ça, il y a un gars au pif, il l'a dit, bon, je vais peut-être pas essayer maintenant, et puis voilà. Et je me suis formé basé là-dessus, en fait. Donc, blog site super physique à l'époque, c'était la référence. Je ne parlais pas encore anglais à cette époque-là, et je ne pouvais pas le lire encore. Enfin, en tout cas, pas très bien. Et c'était super physique et all musculation. Voilà. Et en restant sur cette période-là, comme tu recoupais les informations pour essayer d'en tirer quelque chose de véridique, qu'est-ce qui te semblait logique? Qu'est-ce que tu en avais conclu finalement à ce moment-là? Tu vois, on va peut-être pas parler de maintenant où tu as eu beaucoup d'années d'expérience depuis, mais en restant sur ce moment-là où tu vas t'inscrire à la salle de sport, parce que tu veux bénéficier de machines et de matériel adéquat, c'était quoi ce qui te semblait la vérité en fait sur un bon entraînement? J'avais l'impression, à l'époque, qu'il fallait que je m'entraîne dur. Donc par dur, j'entends, fallait que j'en chie, littéralement. Mais il fallait que ça reste dans des limites connues. Donc il y avait cet esprit, par exemple, de m'arrêter une rep avant l'échec, par exemple. Il y avait la notion de, si sur un exercice considéré basique, multi-polyarticulaire, multi-articulaire, etc., qui demande de la technique, qui demande de la concentration, si la technique commence à se dégrader, de pas continuer, en fait, de s'arrêter, même si on n'est pas fatigué. Notamment des exercices d'haltérophilie, par exemple, ou des exercices avec des charges relativement lourdes pour mon corps de l'époque. Il y avait déjà cette notion, en fait, de me dire, voilà, l'entraînement, faut que je m'entraîne dur, mais pas comme un abruti. Il faut que je fasse gaffe à bien me réguler, en fait, pour éviter de me faire mal. Et il y avait aussi la notion que j'avais pu remarquer que la plupart du temps, du coup, tous les mecs musclés, vraiment balèzes, que je voyais, ils étaient tous forts. Ils étaient peut-être pas aussi forts que leur gabarit laissait entendre, mais ils étaient tous forts. C'était tous des gars qui pouvaient te lever des charges plutôt impressionnantes. Et je me disais, bon, en fait, c'est simple, tu manges beaucoup, parce que c'est un problème que j'avais à l'époque, c'est de ne pas manger assez. C'est encore un truc que j'ai encore aujourd'hui, et des fois, je n'ai juste pas faim, il faut que j'engloutisse des quantités, enfin, c'est chiant. Il fallait que je fasse ça, que je pousse très lourd, et mon corps va grossir. Parce que le gars là qui est gros, c'est ce qu'il fait. Donc c'est ce que je devais refaire. Et c'était quelque chose qui était répété un peu à droite à gauche, preuve par l'exemple, preuve par l'expérience. Tu deviens plus fort sur tel exercice, bon bah tes muscles vont grossir. Logique. Voilà. Cette idée de ne pas aller complètement à l'échec, en tout cas s'arrêter juste avant que le mouvement soit complètement dégradé. Est-ce que cette idée était l'idée par le fait de vouloir améliorer donc tes résultats physiques, puisque en l'occurrence là on parle de bodybuilding, hein, on parle d'augmenter sa masse musculaire peut-être, on est là-dedans. Est-ce que c'était l'idée par ces résultats-là ou d'un point de vue anti-blessure, de te dire en fait je fais pas ça pour la raison principale qui est je veux pas me blesser, ou alors pour la raison principale est que je veux prendre du muscle? C'est toujours lié, hein, de toute façon, mais il y a peut-être un des deux qui prend l'ascendant. Oui, il y a toujours un des deux, un moment qui prend l'ascendant. Non, alors ce qui s'est passé, c'est que c'était quand? C'était après, justement, c'était après 2 mois en salle. Je faisais du soulevé de terre. Moi, j'avais pu trouver que quelques ressources, du coup, à l'époque, sur Internet. On était fin 2012, du coup, c'était pas forcément très démocratisé comme maintenant. Donc, du coup, moi, le soulevé de terre, qu'est-ce que je voyais? Je voyais la barre aller par terre, tu l'attrapes avec tes mains, tu pousses avec tes pieds. Et quand tu es redressé, que t'es droit et que t'as la barre à bout de bras, bon bah c'est bon, t'as fini.
À aucun moment j'ai vu quoi que ce soit au niveau de la biomécanique qui se passe au niveau des hanches, au niveau du recrutement que tu es censé avoir en interne, et de la perception de ton corps que tu es censé avoir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, j'avais compris qu'il fallait avoir le dos droit ou pouvoir cambrer, qu'il fallait surtout pas tourner la tête, arrondir ou je ne sais quoi, mais à aucun moment on m'avait montré, expliqué ce qu'il fallait que je fasse avec mes hanches en fait. Donc moi ce que je faisais, qui était mal à l'époque, c'était que je montais le poids et je mettais tout le poids sur les lombaires, je n'utilisais pas les fesses, enfin je faisais une espèce de squat avec la barre dans les mains en fait, et je cambrais à la fin. Et ça m'a valu un mini pincement discal en fait quelques mois après, parce que je faisais ça en chaussures de course du coup, parce que à l'époque je m'entraînais pas encore seulement en chaussettes, j'étais tout le temps en basket parce que c'est ce qu'on disait de faire, et en fait une semelle a lâché, puisque c'était des semelles molles, une semelle a pété, donc d'un coup c'était sur ma jambe droite, je me suis retrouvé 2 cm plus bas, donc ça m'a cambré et ça m'a fait ça m'a fait pivoter le bassin et ça m'a pincé le disque en même temps en fait. Et en fait, depuis ce moment-là, je me suis rendu compte que ce que tu penses être une bonne technique pour les autres, c'est pas forcément le bon pour la tienne, et t'es pas forcément sûr d'avoir compris ce qui était bon pour toi si tu lis uniquement sur Internet. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ce que j'ai commencé à vraiment faire avec les exercices, c'est me dire, ok, au niveau de la forme, de l'exécution et des trucs, ça fait du sens. S'arrêter quand la technique commence à être dégradée, c'est toujours plus safe. Pour faire du muscle, c'est peut-être moins efficace, parce que c'est justement là, à ce moment-là, qu'il commence vraiment à galérer, que c'est ce moment-là qu'il est censé le pousser le plus possible. Par contre, il y a un équilibre à avoir, en fait. Et il y a des fois des feedbacks que ton corps te donne, qui te font comprendre que tu peux continuer à forcer, même si, vu de l'extérieur, on a l'impression que t'es en train de te charcuter toi-même, ou au contraire que, malgré le fait que ton exécution est encore ultra parfaite et elle est au poil, en fait, non, faut que t'arrêtes. Donc voilà, Okay. C'est sur cette idée-là, en fait, que j'ai commencé à me baser à partir de ce moment-là. D'accord, donc une petite expérience alarmiste qui t'a fait prendre conscience que t'étais pas invincible ou qu'il fallait pas aller trop à 100, 110, 120% sur tes exercices pour éviter de te blesser justement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, donc tu avais ces grands principes qui te semblaient logiques par rapport aux informations que tu as recoupées, qui étaient notamment de soulever lourd parce que tous ceux qui étaient autour de toi et qui avaient un physique impressionnant, ils étaient forts. Notamment ce concept-là, est-ce qu'aujourd'hui, après on est en 2020, donc ça fait 8 ans que tu t'entraînes, est-ce que pour toi ce principe il est toujours d'actualité? Tu le penses toujours? Ou il a un petit peu évolué? Il a évolué, oui mais non en fait. Oui, il y a certaines choses qui font que la tension mécanique dans les facteurs de croissance musculaire font que si tu portes lourd, il y aura forcément plus de potentiel pour grossir avec les muscles, puisque tu vas leur faire plus de dégâts. C'est mathématique, tu leur fais plus de dégâts, ils se reconstruisent, et il y a plus de choses à reconstruire, ils vont se reconstruire plus épais. Donc oui, il y a ça. Par contre, il y a aussi le côté que maintenant on s'est rendu compte que vraiment, et là du coup il y a les datas à l'appui, il y a une grosse différence du coup entre la force et la masse musculaire, même si la masse musculaire est un potentiel de force. Et ça se voit notamment avec les compétitions de powerlifting, de force athlétique, excuse-moi, l'habitude de parler anglais. On a des gars qui sont taillés comme des fourmis et puis ils soulèvent 4 fois leur poids de corps en fait, ou ils font du squat avec 3 fois leur poids de corps. Et pourtant on regarde leurs jambes, leur dos, enfin bien évidemment qu'ils ont de la masse, mais qui a du muscle, qui a de la viande, mais c'est pas ce qu'on attendrait en fait vu les charges qui bougent. Et à côté on a des bodybuilders, bon, naturels ou pas on s'en fiche, mais qui sont vraiment énormes, qui sont comme des bœufs, et ils soulèvent pas ces charges-là, ils les touchent même pas en fait. Et pourtant ils sont 4 fois plus gros. Donc oui, la tension mécanique, c'est un facteur clé pour prendre du muscle, c'est mathématique, plus tu portes lourd, plus tu fais de dégâts sur tes muscles. Cependant, c'est pas parce que tu lèves très lourd tout le temps, non-stop, que tu vas faire du muscle. Et ça va dépendre des exercices aussi, le choix d'exercices. Il y a des exercices sur lesquels tu peux vraiment aller très lourd, mais ça va pas forcément servir à grand chose. Et il y a des exercices sur lesquels tu peux aller lourd et tu es sûr qu'il y aura un retour sur investissement. Et il y a des exercices par contre où le ratio risque-récompense, si tu vas trop lourd, il est complètement déséquilibré, tu risques juste de t'arracher quelque chose ou de te faire une tendinite ou de t'user le système ostéotendineux bien avant de te fatiguer le système musculaire en fait. Ça complète ce qu'on disait avec Nicolas Gravis, que j'ai reçu dans un épisode précédent, où on parlait d'haltérophilie, et justement, à un moment donné, je lui posais cette question de savoir s'il y avait une vraie décorrélation entre la force et le muscle. Donc il a apporté ses réponses où il a expliqué un peu comment on va devenir plus fort, que ce soit la relation, la connexion
neuromusculaire, le nombre d'unités motrices connectées, le nombre, également la technique, la synchronisation musculaire, etc. Donc ça vient mettre une petite pierre à l'édifice également, ce que tu dis sur la construction de masse, qui a un lien, effectivement, je veux dire, on ne pourra pas le nier, qui a carrément un lien entre la force et le muscle. Il n'est pas de 1 pour 1, je crois que c'est ce qu'il disait Nicolas également, quoi. Il n'est pas de 1 pour 1, c'est-à-dire que tu ne vas pas te muscler proportionnellement aux charges que tu montes. Il n'y a qu'à voir donc les haltérophiles ou ceux qui font du powerlifting ou de la force athlétique. Ils n'ont pas autant de muscles qu'un bodybuilder. Et pour le coup, alors il y a l'effet dopage. Je te dis oui, mais le bodybuilder, il utilise du dopage. Mais il y a énormément de dopage aussi en haltéro. Et on l'a vu ces derniers temps, il y a eu pas mal de scandales. Même en powerlifting, ils utilisent des produits dopants. Alors je sais pas, moi je suis pas spécialiste, je sais pas si c'est exactement les mêmes. J'imagine qu'il doit y avoir des combinaisons de stéroïdes ou des choses comme ça. Et malgré ça, on voit qu'il y a quand même une différence de physique. Donc oui. C'est qu'il y a un lien, effectivement, il a l'air d'y avoir un lien parmi toutes les recherches et les solutions que j'essaie d'avoir dans tout ça. Mais il n'est pas entier, il n'est pas total, quoi. Pour basculer un peu sur ton expérience, donc tu t'entraînes depuis 8 ans, tu as fait des compétitions. Est-ce que déjà tu peux peut-être nous rappeler ton palmarès rapidement ? Alors du coup, première compétition c'était en 2014, c'était Musclemania Paris. Donc seulement 2 ans après avoir commencé la musculation en salle. Ouais, 2 ans et demi. Du coup j'ai fini 4e dernier en junior. Après en 2015 j'ai fait le Natural Fitness Show, la première édition de la compétition. C'était avec Gary Sema et c'était créé par Gary Sema et Anthony Bessala. J'ai fait second, j'ai fait vice-champion junior en junior bodybuilding et j'ai fait, je crois que c'était 7e en muscle modèle. Après, en 2016, j'ai voulu refaire le Natural Fitness Show, mais je n'ai pas pu participer. En 2017, j'ai fait la finale France, NAC ou ACF, je sais jamais c'est laquelle le correct. C'était à Joigny, c'est tout le temps à Joigny. J'ai fait Junior Body, j'ai fini 3e. Et en 2018, je me suis dit, bon, j'arrête un peu les compétitions, ça me saoule. Je me suis tourné plus du côté du mannequinat, donc j'ai fait un espèce de concours de beauté qui s'appelle Man Universe. À la base, c'était Top Model Europe, mais c'était relié à Man Universe. Et donc, je suis passé des castings parisiens à la finale européenne. Donc au début, les lauréats, on était en tout et pour tout, il y a eu 5000 participations au tout début, ils en ont pris 1000, et moi, quand j'étais arrivé, le moment où j'en suis arrivé à ma catégorie, là, en finale Europe à Bruxelles, on était plus que 18. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait la demi-finale nord, c'était la finale nord à FBBN, et j'ai fait premier dans ma catégorie, donc senior cette fois, senior bodybuilding, et j'ai fait second en toute catégorie. Et après, un mois plus tard, il y a eu le YouTube classique de Lucas. Donc j'ai fini premier aussi. Voilà. Ok, pour rappeler, donc Lucas Gouif, c'est un YouTuber, enfin je veux dire un entraîneur qui est sur YouTube, comme je viens de le dire, il est sur Instagram aussi. Et en 2019, il a organisé une compétition sur sa chaîne YouTube de bodybuilding naturel. Est-ce que tu pourrais peut-être repréciser le contexte de sa compète ? Alors le contexte en fait, c'était qu'il y avait un Américain qui s'appelle Nick, qui avait créé sa compétition qui s'appelle Mr. Golden Era. Et ce mec-là, en fait, c'est un espèce de journaliste du bodybuilding, il est américain, il s'est invité sur des bootcamps, des compétitions et autres, donc il est très au courant, très dans l'actualité du monde du bodybuilding mondial, et un peu du monde du sport en général, de la musculation, tout ça, strongman, haltérophilie, powerlifting, même les ferristes, les compétitions de bras de fer aussi maintenant, il s'y intéresse beaucoup. Et en fait, il avait décidé de créer sa compétition parce il y a eu un ras-le-bol, en fait, avec les physiques qu'on voyait à Mister Olympia, c'était juste des masses de chair, en fait, de muscles. Et il y avait cette idée, en fait, que le bodybuilding, techniquement, c'est pas ça. C'est pas être le plus gros, c'est avoir un corps qui est beau, à la base, le beau, avec un B majuscule, l'esthétisme. Et donc, il a dit, vous savez quoi, moi, je vais faire ma compétition en ligne, ça sera Mr. Golden Era, le but, c'est d'avoir un physique qui se rapproche le plus de nos idoles, de nos modèles de bodybuilding des années 60, 70, et voire même avant. Et en fait, les gens qui vont concourir, ce seront soit des athlètes qui ont déjà l'habitude, mais les abonnés aussi ont le droit. Et il y aura un petit cash prize à la fin, et les gens qui votent, ce seront les abonnés. Moi, je fais une sélection, une première sélection, et tout le reste, c'est les abonnés qui votent. Et en fait, ce concept, personne ne l'avait fait avant, et ça a été un énorme succès, parce que beaucoup de gens ont apprécié. Beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas connus, qui ne pouvaient pas aller sur scène à cause des standards actuels dans le bodybuilding qui sont totalement... beaucoup de gens les discutent, en fait. Et là, on se retrouve avec des gens qui, tu sais pas d'où ils sortent, ils ont un petit compte Insta, ou pas du tout même d'ailleurs, ils ont un physique magnifique. Et tu dis, ouais, en fait, c'est ça le bodybuilding. Et t'avais la possibilité, toi, enfin, de voter. C'était pas juste décider entre 6 juges
qui sont peut-être qualifiés, y a pas de souci, mais qu'on connaît pas en fait. Donc voilà. Et en fait, Lucas a énormément aimé l'idée. Il s'est dit, je vais faire ma version, mais version francophone, YouTube francophone. Et moi, quand je suis déjà Nick depuis un moment, j'avais vu les deux, je me suis dit, bah, c'est pas mal. Il y a un ami qui m'a dit, vas-y, saute sur l'occasion, tu sors de compète, t'es en bonne condition physique. Et je dis, bon, bah, allez, vas-y, pourquoi pas. Et puis voilà, on en est là. J'avais suivi un peu la compétition de loin parce que je trouvais ça intéressant, c'était original. Il y avait deux physiques qui m'avaient marqué, donc évidemment le tien et celui de Jordan, Oui, Jordan. avec qui tu as fait d'autres vidéos, avec qui tu as collaboré un petit peu, on y reviendra après. Je sais pas si Lucas a pour ambition ou pour projet de faire le YouTube Classique 2020, s'il veut réitérer l'édition. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, ça permettait de faire découvrir aussi des physiques qui étaient, comme tu dis en fait, l'objectif initial du créateur c'était de mettre en avant des physiques qui n'étaient pas aussi volumineux que les Mister Olympia, aller se baser un peu plus sur l'esthétisme, sur l'équilibre musculaire. Je ne suis pas un professionnel, mais davantage sur l'esthétique, un peu comme des mecs comme Zane, Frank Zane, Arnold, beaucoup moins basé sur le volume. Il paraissait beaucoup moins freak, monstrueux qu'aujourd'hui. Où je respecte totalement un mec comme Phillips ou le dernier Olympia, non, peut-être pas, ouais, Sean Roden évidemment, mais le dernier, je sais plus comment il s'appelle. Je les respecte. Brandon Curry. Ouais, Brandon Curry, c'est ça. Je respecte, mais c'est vrai qu'ils sont monstrueux. C'est un petit peu la course au volume, surtout quand on voit Big Ramy aussi qui est monstrueux. Je sais pas ce qu'il va faire cette année. Cette année, peut-être pas grand-chose parce qu'on est en plein coronavirus en ce moment, mais donc je sais pas si Olympia va être maintenu. Aux dernières nouvelles, à l'Arnold Classic, il a pas été bon du tout. Il est venu moins volumineux apparemment, un peu moins galbé qu'avant, et il a raté sa sèche, je crois, ou son rebond, je sais pas. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit, ça se trouve, il a déjà passé son pic, l'athlète, donc je sais pas trop. Mais c'est vrai que Big Ramy, ouais, non, c'est les cuisses. Le gars, on dirait qu'il a des mini mollets alors qu'ils sont gros, parce que les cuisses sont juste gigantesques. C'est un truc de fou. Les mecs sont de plus en plus gros et c'est un des critères aussi pour choisir sa catégorie. C'était l'une des questions que je m'étais posée et j'avais envie d'avoir l'avis d'un expert par rapport à ça. Mais moi, je sais qu'il existe, on va dire, 3 catégories en compétition de bodybuilding pour faire large. Il va y avoir les men's physiques, il va y avoir les classiques physiques et la catégorie open qui est bodybuilding. Est-ce que toi, dans quelle catégorie tu as concouru la majorité de tes compétitions et c'est quoi les différences en fait? Alors moi j'ai tout fait en junior, la majorité, je vais pas te mentir, et c'était junior en bodybuilding. Du coup je peux pas dire classique, mais en standard. Le gars avec son slip un peu assimilé string, c'est les catégories dans lesquelles j'ai toujours été. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'en junior, le niveau il est pas forcément énorme. J'ai pas fait des compétitions qui étaient vraiment si prestigieuses que ça. J'aurais été au top de Colmar, par exemple. Je pense pas que j'aurais fait un top 3. Et c'est aussi parce que je voulais faire des compétitions qui sont naturelles ou se disent naturelles. Bon, après, j'ai vu plus tard sur place que c'était pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais moi à la base. Donc, de par mon âge, de par mon focus, je me disais, bah, le choix, c'est bodybuilding. Parce que men's physique ça m'a jamais intéressé, ou peut-être vite fait au début, et puis au final je me dis ouais non, en fait non. Et seulement après il y a eu le classique. Donc j'ai tout fait en bodybuilding. Le moment où il y a eu du classique, moi j'ai voulu le tenter à la FBBN, du coup mon avant-dernière compétition là en mai 2019. Et ce qui s'est passé, c'est que en classique physique, la différence avec la catégorie standard bodybuilding, c'est qu'il y a des ratios de poids-taille à respecter. Je reviendrai juste un peu dessus après. Mais du coup en fait en FBBN, je suis arrivé la veille pour la peser. Et je respectais pas le ratio qui était de taille plus 2 en poids maximum. Donc si tu fais 1m75, tu dois faire 77 kg max. Je faisais un taille plus 3, je crois, et j'étais déjà déshydraté. De chez déshydraté, je me dis je vais pas le tenter, je vais pas essayer d'attendre et de continuer à perdre de la flotte et revenir parce que là je suis déjà pas bien. Et en plus j'avais à peu près 1h30 de train pour rentrer du lieu de le peser, donc voilà. Mais en soi j'aurais pu peut-être le faire. Mais voilà, classique j'ai jamais encore fait techniquement. Donc voilà. Alors après pour les catégories, du coup effectivement il y a bodybuilding en standard, il y a classique et il y a men's physique en gros pour les hommes. Pour les femmes je crois que c'est bodybuilding, bikini et figure. Et en gros ce qu'on recherche c'est la même chose. Il faut que tu sois le plus gros possible, le plus sec possible, avec le plus de symétrie possible. Donc si par exemple t'as un gars qui est énorme du haut mais qui a rien en bas, il est peut-être gros, il est peut-être sec, mais il n'y a pas de symétrie. Si l'inverse, des jambes énormes mais pas assez de haut, pareil, la symétrie est cassée. S'il a des gros pecs et des petits bras, c'est pas une symétrie. C'est voilà. Et en fait, on cherche l'athlète qui a le plus d'équilibre. Donc faut être le plus musclé possible, mais faut que ça reste joli. Il faut être le plus sec possible, sans se foirer la santé, sans avoir l'air de mourir sur scène.
sans faire de malaise aussi, parce qu'il faut la tenir la sèche, et la déshydratation aussi le jour J et les jours précédents. Et il faut que le tout soit joli en fait. Donc si tous les muscles sont plus ou moins équilibrés, s'il y a peut-être 2-3 petits trucs qui dépassent, et 2-3 petits trucs qui sont en retrait, mais que l'équilibre général est là, et qu'on arrive à montrer un corps qui est proportionné, qui est dans ses proportions et dans le visuel qu'on se dit « Ah, ça c'est beau », là on gagne des points. Et en fait, dans tous ces critères-là, t'as différents athlètes, et toi, faut que tu arrives à noter les athlètes selon ces points en fait. Et est-ce qu'on peut rajouter aussi le critère génétique dans la morphologie du squelette et même du muscle sur le choix d'une catégorie peut-être ? Oui, bien sûr. Par exemple en men's physique, ce qui est sûr, c'est que peu importe la couleur de peau, peu importe les longueurs de muscles, s'il y a bien un truc au niveau de l'ossature qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois les gars ils ont l'air d'être plutôt grands. Même chez les petits, ils ont des morphologies qui, de loin en photo, tu te dis bon le gars il est pas petit. Ça fait très longiligne, ça fait clavicule large, petite cage thoracique et un tout petit bassin, une toute petite taille. C'est tout le temps ça, peu importe la couleur de peau, peu importe l'ethnie. Donc le but après sur ce physique-là, c'est de garder la taille le plus petit possible, d'avoir des abdos les plus découpés possible. Donc va falloir forcément que ça gonfle un peu pour qu'il y ait du muscle. Avoir les épaules les plus larges possibles, les pecs le plus rectangulaires, le plus large possible d'aspect visuel toujours, et les bras les plus gros possibles là-dessus. Et évidemment les mollets, je sais pas, j'imagine qu'il faut les avoir les plus gros possibles, mais il y a des fois j'ai l'impression qu'ils s'en fichent les athlètes. Mais en tout cas, Monsieur Olympia, en tout cas dans les compétitions de très haut niveau, je sais que les men's physiques entraînent leurs mollets comme des damnés. Donc effectivement, pour les men's physiques, il y a cet aspect très génétique, juste même au niveau de l'ossature, de juste regarder les clavicules, la cage thoracique, le bassin. Et si déjà de base tu n'es pas taillé en V, du coup c'est le V qui recherche, t'auras peut-être plus de mal, ou en tout cas tu ne pourras peut-être pas monter aussi haut que quelqu'un qui de base au niveau squelettique a un petit ventre comme ça et des clavicules là quoi. Donc voilà. Après au niveau du bodybuilding classique, j'ai pas l'impression que l'ossature joue un grand rôle. Par contre au niveau des galbes musculaires, il faut que tout soit joli. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un flow. Faut que ça coule. Faut qu'il y ait des lignes, faut qu'il y ait de la dynamique dans le posing. Donc c'est autant la génétique, bien sûr un peu au niveau des os, mais surtout au niveau des muscles courts, des muscles longs, des muscles qui ressortent beaucoup, des muscles qui ressortent un peu moins. Et après ça va être aussi le posing. Donc on a des gars qui sont pas forcément très larges d'épaule dans les compétiteurs classiques physiques, qui sont peut-être même un peu trapus et qui pourtant font de très bons scores et qui sont très visuellement agréables à regarder. Et à contrario, on a des gars qui sont très très larges d'épaule avec des petits bassins, qui ont peut-être des petits endroits qui pêchent un peu. C'est notamment pour ça que le classique physique, le Mister Olympia en classique physique cette année, Chris Bumstead, il avait été félicité parce que c'est vrai que le gars a un charisme de fou et un très beau physique. Par contre, il y avait quelques petites lacunes en fait dans son physique. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'au final, le gars qui a fini second, techniquement sur le papier, c'est lui qui méritait d'être Mister Olympia encore en classique physique. Donc voilà. Et après pour le bodybuilding standard, j'ai envie de dire oui forcément ça, il y a toujours de ça. Mais j'ai l'impression que tant que t'arrives à gonfler, ils s'en fichent un peu. Après, c'est au niveau peut-être de la symétrie générale, il faut encore que tu ressembles à quelque chose, mais il y a des gens que j'ai pu connaître qui ont fait des compétitions à plus haut niveau que moi, et où il y avait usage ou non de stéroïdes, du coup, qui m'ont dit, souvent les juges, ils s'en fichent, en fait, plus t'es balèze, mieux c'est, en fait. Donc, ils veulent que tu sois gros, quoi. Donc voilà. Ouais. Et là, du coup, il y a aussi le côté que si t'es trop large d'épaule, tu vas pas faire assez épais. Donc c'est un parti pris en fait. Il y a beaucoup de mecs qui sont en men's physique des fois qui s'essayent un peu au body et on leur dit à chaque fois tu manques d'effet 3D, tu manques de relief de masse et tu te dis non le gars il est balèze en fait. Mais il leur faut des pecs ici qui leur font faire l'apnée du sommeil tu sais et puis il leur faut un dos. Enfin t'as l'impression que le gars il a un sac à dos sous la peau tu vois donc c'est. Tu parlais de posing justement qui pourrait permettre d'une certaine façon à certains athlètes de compenser leurs lacunes ou en tout cas de jouer avec la lumière, avec l'angle pour paraître plus musclé. Le posing c'est ça, c'est paraître mieux que ce qu'on est vraiment. Tout comme j'imagine les dernières heures de préparation, c'est paraître il faut être prêt au jour J, hein, c'est un peu le principe de la compétition du body. J'aimerais que tu nous repartages un peu plus l'idée du posing. Donc il y a ça, il y a aussi l'effet, il faut que ça soit joli à voir dans la chorégraphie. Est-ce que déjà tu es d'accord avec ce que je dis et peut-être ajouter d'autres précisions par rapport à le posing qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent pas en fait. Le posing c'est un truc... Tu l'as dit très simplement, c'est parfait. C'est justement il y a des gens qui se prennent trop la tête, t'as dit ce qu'il fallait. Le posing c'est le combat de body et le posing c'est être prêt le jour J et c'est se présenter sur le meilleur jour possible. C'est ça.
Ok, est-ce qu'il y a des routines obligatoires? Est-ce qu'il y a des routines particulières? La façon dont tu vas le faire va te démarquer de tes concurrents ou pas? Ou peut-être ça dépend des catégories aussi. Je suis moins au fait. Alors oui et non. En fait, ce que Jordan et moi, et de plus en plus d'autres du coup, essayons de réapporter, parce qu'on n'apporte rien en soi, on réapporte, on remet au goût du jour, c'est une approche plus chorégraphique, plus scénique et plus théâtrale quelque part du bodybuilding. En posing libre, je parle. Enfin, même en posing, en pose imposée, bien évidemment, mais des fois il y a des critères en compète, en fédération, tu peux pas y échapper, tu dois faire exactement la même pose, de la même manière que les autres. Mais le but du posing, en fait, c'est de montrer le corps sous son meilleur jour, de montrer quelque chose qui flatte la rétine, littéralement, et qui est canon de tous les critères de beauté qu'on a pu avoir en tant qu'espèce humaine depuis la nuit des temps. Donc c'est pas forcément être le plus gros, c'est pas forcément être le plus sec, c'est d'avoir cette espèce de notion d'équilibre et d'harmonie. Et le but, c'est de faire des poses, une espèce de chorégraphie d'enchaînement de poses qui rappelle ces choses-là. C'est-à-dire que tu sais que c'est beau, en fait. J'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu sauras que c'est beau. Et si c'est pas beau, bah, je pourrais sortir un livre philosophique sur le pourquoi du comment que c'est beau, tu me diras toujours, bah non, ça l'est pas. Mais c'est hyper subjectif, la beauté. C'est juste pour contrecarrer un peu ça. Quelqu'un qui dirait, ouais, mais c'est beau pour telle personne et pas pour telle autre. Alors, c'est pas le beau parce que ça te plaît. Alors déjà le posing, juste pour être sûr, je précise, faut le voir de manière asexuée, bien évidemment. Une fille peut être très bien foutue et très mal posée, et un mec peut être, je dirais pas mal foutu, mais peut-être pas forcément si agréable à la rétine, et pourtant il va bien poser. Donc c'est un équilibre des deux. Et c'est plutôt un parallèle avec la phrase qui dit, enfin les citations qui dit, l'art ne s'explique pas, il se ressent. Le posing c'est pareil. J'aurais pas besoin de te dire telle pose est jolie. Tu le sauras. Tu te diras ouais ça c'est pas mal. Donc il y a cette idée là en fait avec le posing, c'est d'essayer de reproduire cette idée là en fait. Donc on s'inspire de choses que des gens du coup à la Golden Era de l'âge d'or du bodybuilding, donc années 70, ont fait, qui eux-mêmes se sont inspirés des gens avant, surtout années plutôt 50, qui faisaient des espèces de dérivés des premières poses qui se faisaient dans les années 30. Et dans les années 30, ils faisaient quoi? Ils essaient de recréer des poses et des attitudes qu'on avait pu voir chez les Grecs anciens dans les sculptures notamment. Et les Grecs anciens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils faisaient ces sculptures-là? Ils essaient de façonner l'idée même du divin, parce que la plupart du temps c'est les dieux et les déesses qui étaient beaux, et les athlètes aussi qui sont un peu demi-dieux, on sait pas trop, et de se dire voilà, ça c'est l'idéal auquel il faut aller. Et donc tout ça, tout ce mouvement, ça vient de là en fait. Et nous, Jordan et beaucoup d'autres, je pourrais te citer tellement de noms en fait de gens que je connais, que j'ai rencontrés grâce à ça, on essaie de remettre cette idée au bout du jour, parce que le classique physique d'aujourd'hui qu'on te dit, qu'on te donne, les physiques sont quand même vachement différents de ceux qu'on avait années 60-70, et au niveau du posing, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui résument ça au fait de se dire voilà, je sais faire un vacuum, du coup je fais classique physique. C'est le truc là de rentrer le ventre. Et c'est intéressant parce que les poses en fait ont aussi évolué en fonction de peut-être ce qui plaisait en tout cas aux juges ou en tout cas à une certaine compétition à un instant T. Je suis pas sûr d'avoir exactement les bons termes à chaque fois, mais je sais que tu vas me reprendre parfaitement. Un most musculaire, par exemple, ça va être une pose pour ceux qui voient pas, parce que j'ai pas non plus que des auditeurs qui s'intéressent au bodybuilding, mais c'est d'avoir les deux bras en avant et en fait d'essayer de paraître le plus gros possible. J'ai l'impression que cette pose-là est peut-être plus en avant aujourd'hui parce que les physiques sont plus volumineux qu'à l'ancienne. C'est sûr que j'ai déjà vu Arnold faire un most musculaire, tu vois, mais il est plus souvent représenté sur des poses moins je montre mes muscles, mais plus je contracte, mais je suis pas dans une pose où je veux montrer que j'ai beaucoup de masse musculaire. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors bien évidemment, le focus des juges a changé avec les années, et c'est une bonne chose, mais c'est aussi le nœud du problème. Je m'explique. Dans les années 30-40, c'était même pas du bodybuilding, c'était des concours de beauté. Voilà, déjà de base, les gars, ils regardaient tes yeux, ils regardaient tes cheveux, ta peau, tes grains de beauté, ils regardaient tes dents, ils regardaient tout. Tes mains, tes ongles, tout. Donc, déjà, il y avait cette idée-là, de se dire, voilà, c'est pas une histoire de muscles, c'est une histoire de beau. Est-ce que t'es beau? Donc, l'idée du beau, encore, on y revient, à la base. Et sur les photos, du coup, si tu peux retrouver des couvertures de magazines de cette époque-là, tu verras beaucoup d'inspiration, justement, grec antique. Donc, les athlètes, on mettait beaucoup en avant leur sangle abdominale, leurs cuisses,
Et quand il y avait des poses de dos ou de trois quarts, on essayait de bien montrer en fait cette espèce de ratio, une taille qui est pas forcément fine, très mince, mais une taille qui est vraiment galbée, et des épaules et un dos qui sont plus larges, plus massifs. Pas forcément de bras ni rien. Années 40-50, avec les premiers bodybuilders plus connus internationalement, comme par exemple Steve Reese, John Grimek, même si John Grimek c'était plus un haltérophile, et Rec Park par exemple. Red Park était une des inspirations à Arnold, hein, si je me souviens bien. C'est bien ça, oui. Rec Park, c'est l'inspiration d'Arnold, oui. Ça a été aussi son mentor à un moment. Il y avait déjà plus un focus, par exemple, sur des gros bras, des gros mollets. Et là, on a plus shifté d'un athlète qui avait une taille bien définie, pas forcément développée, mais bien définie, avec une sangle abdominale bien définie, à justement, au contraire, une esthétique qu'on, du coup, on appelle classique, avec un ventre très fin, voire même les côtes visibles, pas par maigreur, mais par effet d'optique, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de masse musculaire sur la sangle abdominale, ou en tout cas, le moins possible. Et par contre, une cage thoracique et des pecs, donc une poitrine très développée, très large. On est plus passé de ce côté-là. Et c'est là, effectivement, que Reg Park s'est mis en avant. C'est parce que le gars était très massif, mais il avait ce flow, cette symétrie, et il avait un petit ventre, en fait, pour un gars qui était balèze. Il avait vraiment un petit ventre. Et donc, on est arrivé à ces critères-là. Et donc, les juges, forcément en compétition, ils se sont dit, ça, c'est ce qu'on veut. Donc, tous les athlètes qui ont suivi, qui s'inspiraient de Reg Park, de Steve Reese et autres, et de plein d'autres personnes de cette époque-là, comme George Efferman, Clarence Ross ou autres, ils ont commencé à faire pareil. Années 60, les stéroïdes, c'était vraiment bien défini dans la scène du bodybuilding, parce que du coup, on en avait côte ouest et côte est aux États-Unis. Et les physiques ont commencé à plus se définir, ils commencé à avoir plus de veines, de démarcation, il a commencé à avoir des muscles beaucoup plus massifs, beaucoup plus globuleux, mais on est resté sur cette idée-là de taille fine, mollet le plus gros possible, bras le plus gros possible, mais équilibré, épaules le plus large possible sans forcément avoir des melons implantés sous la peau de chaque côté, et le dos le plus large et le plus défini possible, mais pas forcément un truc tout en relief. Et dans ce contexte-là, effectivement, quand Arnold est arrivé, on s'est dit c'est un Reg Park, mais puissance 20, quoi. Parce que le gars, il avait tout ce que je viens de te dire, mais il avait ses galbes et ses muscles qui ressortent encore plus. Donc du coup, les juges se sont dit, bon, maintenant on veut ça. Donc les athlètes ont suivi. Arnold a pris sa retraite à un moment, c'est Frank Zane qui a été sur le devant de la scène. Donc beaucoup plus de sèche, beaucoup plus de symétrie, beaucoup plus d'histoire de posing, beaucoup plus de flow, mais moins de masse. Donc on a dit, bon, bah, maintenant c'est ce qu'on veut. Donc la plupart des athlètes qui étaient déjà massifs, ils ont essayé le plus possible de réussir à rester massifs, mais ils ont mis beaucoup plus l'accent sur la sèche, les démarcations. Frank Zane, c'est un des premiers à avoir eu vraiment des stries et des veines un peu partout. Et après, par contre, on a encore eu à les années 80, il y avait Lee Haney, qui est un espèce de mix de tout ça. Il était massif, mais il avait le posing, mais il avait la sèche. Après, il y a eu toutes les histoires années 90 de nouveaux produits dopants qui arrivent, ou de nouvelles formes, ou je ne sais quoi. Donc d'un coup, les athlètes, ils ont pris 20 kilos, et on a pu citer sur une ère entre 90 et 2000, où on voulait des gars le plus massif possible, mais il fallait cette espèce dense, granit, un peu comme on dit, et très strié. Et tout ça, c'est les juges, en fait, qui l'ont amené, parce qu'à chaque fois qu'on mettait quelqu'un en avant, bah, comment dire, par effet de, je sais pas comment dire, j'imagine c'est par effet de foule, en fait. Si on se dit que ça c'est ce qu'il faut faire pour réussir à gagner, bah tu te dis, bah je vais voilà, ça pose le standard gagner, en fait. Et c'est ça exactement, c'est devenu des standards, et donc selon les époques on avait des standards, donc les juges sont responsables de ça, parce que c'est à tel moment, tel jour, telle heure, et bah ils ont dit, bon bah c'est tel athlète qu'on veut, en fait. Là où beaucoup de personnes amenaient des choses peut-être plus différentes. Par exemple, il y a un nom que je peux te citer, que peut-être les gens voudront regarder, c'est Vince Gironda. Vince Gironda, ça a été un entraîneur pendant de nombreuses années de bodybuilder pro, donc il y a déjà qui était sur la scène Olympia, c'est lui qui a formé le premier Monsieur Olympia, Larry Scott. Ce mec-là, à la base, il faisait des compètes dans les années 50, donc on voulait pas des gars, on voulait des gars comme Reg Park, donc massifs, pas forcément très définis. Le gars, il est arrivé, il faisait déjà du régime cétogène à l'époque, il avait des veines sur le ventre, il était strié de partout. Années 50, ça passe pas. Maintenant, c'est ce qu'on veut. On va pas forcément vouloir un gars qui est énorme et qui est massif sur scène, on va vouloir un gars qui est très défini, qui est très sec, très écorché, même s'il y a moins de masse au final. Donc au final, c'est les juges, effectivement, qui mettent un peu les standards en avant, et c'est eux qui choisissent. Et c'était ce que Lee Priest, un bodybuilder qui est maintenant à la retraite, avait critiqué dans les années 90, qui lui a valu d'être banni de l'IFBB, que maintenant Arnold a beaucoup critiqué ces dernières années, c'est le fait que maintenant les athlètes ne ressemblent à rien. Rien entre grosses guillemets, évidemment, mais c'est juste de la masse. Sèche, ok, mais c'est de la masse, y a rien, y a pas de flow, y a pas de symétrie, ils savent pas poser, ils savent pas contrôler leur ventre.
T'as des moments où tu te dis ils vont contracter tel muscle, ils arrivent même pas en fait, ils sont obligés de mettre la main dessus, de se dire faut que je me mette comme ça pour, enfin t'es censé le savoir en fait quand ton muscle est contracté ou pas, tu vois. Et c'est la faute au juge. C'est ce que Arnold dénonçait, il disait au juge mais arrêtez de mettre des gens comme ça en avant. C'est pas ça du bodybuilding, ça c'est n'importe quoi. Ouais, je suis assez d'accord, mais en même temps, quand on voit dans les années, je sais plus, 90-2000, un mec comme Ronnie Coleman arriver, en même temps, quand tu vois ça, pour ceux qui n'ont pas vu son documentaire The King, ou même ils ont qu'à traîner sur les vidéos YouTube, quand tu vois un mec comme ça arriver sur scène à côté de tous les autres, c'est difficile de pas le mettre Mister Olympia. Parce que il est évidemment ça a participé à augmenter le standard du volume, mais en même temps, tu peux pas le mettre autre chose que premier, tu vois, parce que le mec, il a tout, il a la symétrie, il a je sais pas, enfin, il a tout, tu vas me confirmer ou m'infirmer. J'ai l'impression qu'il a la symétrie, il a le volume, il a la sèche, et puis il a ce volume énorme, en fait. Alors, pour Ronnie Coleman, c'est un très bon exemple, justement, pour ce que je veux dire par rapport au juge. C'est qu'en fait, Ronnie Coleman, son premier Olympia, il a fini dernier. Et à la base, Ronnie Coleman, il a une mini taille. Il a une taille très fine. Il faut regarder des photos de lui quand il est très jeune. À la base, il est très fin de la taille. Et ce qui lui a été reproché dans ses dernières années de compétition, c'est effectivement qu'il a un gros ventre, qu'il soit tellement massif qu'il n'arrive pas à contrôler son ventre. Un bubble gut, comme on dit. Maintenant, pose-toi la question. Si tu es bien foutu, que t'es sur la scène de Monsieur Olympia, que t'es déjà bien, t'as des galbes, t'as de la symétrie, t'as de la masse, t'es très sec. Le gars était connu pour avoir des veines qui ressortent de son legging sur les cuisses. T'imagines un gars en legging, tu vois les cuisses, tu vois les veines à travers son legging, c'est n'importe quoi. Donc il a la sèche, c'est pas le souci. Il a de la viande, c'est pas le souci. En plus, il est bien foutu au niveau de l'ossature, il s'est posé, c'est pas le souci. On le met dernier en Mister Olympia. Le gars, il revient l'année suivante, il a pris 15 kilos, c'est le plus massif, mais il est toujours aussi sec, il a toujours de la symétrie, de l'esthétique, il s'est posé. Forcément, tu le mets premier. Mais le moment où il commence pas à se tasser, c'est pas le terme, mais le moment où il commence un peu à s'empâter au niveau de la taille, parce que trop d'insuline, parce que trop d'hormones de croissance et de rebond au niveau de l'alimentation, qui au niveau de la vidange alimentaire, au niveau de la lumière de l'intestin, ça te fait juste enfler en fait les viscères. Il y a un moment en fait où c'est pas censé continuer. T'es pas censé continuer de le mettre premier en fait, même si c'est plus massif, même si c'est plus sec. Il est là le problème, c'est que les juges, même avec le gars avant lui qui était Monsieur Olympia, donc Dorian Yates, le mec se déchire des muscles, 1, puis 2, puis 3, il arrive des fois un peu off, comme on dit, c'est-à-dire il a un peu raté son rebond. Sur scène, à côté t'as des athlètes comme Nassir El Sombati, le mec il est toujours arrivé, je pense, pile comme il faut et carré, on l'a jamais mis Monsieur Olympia. Donc il y a beaucoup de gens à partir de ce moment-là qui se sont dit bon, tu veux le plus balèze, ok, tu veux le plus musclé, ok. Le gars à gauche, il est plus musclé qu'à droite, il a la même sèche, il s'est paniqué des muscles, donc au niveau de la symétrie c'est plus joli, et en plus il fait moins tassé, il fait moins empâté. Pourquoi lui il est pas premier? Et là le problème c'est que les juges, du coup, je sais pas pourquoi, hein, peut-être il y avait des histoires de marketing, de sponsors, ou juste par favoritisme, je sais pas, ou même juste parce que eux, concrètement, disaient bah non en fait le mec est toujours le meilleur bodybuilder sur scène, ils ont continué à mettre ces Monsieur Olympia du coup premier. Donc Dorian Yates a été 6 fois Monsieur Olympia, Ronnie Coleman 8 fois. Ronnie Coleman, les 2 dernières années, elles ont été très controversées. Dorian Yates, je crois qu'à partir de son 3e Monsieur Olympia, il a commencé déjà à être un peu critiqué. Donc le problème n'est pas de se dire je mets pas Ronnie Coleman en avant, le problème c'est de se dire pourquoi tu le mets 8 ans en avant en fait. Il est là le problème en fait, parce que Ronnie Coleman, ses premiers Olympiens, il n'y a pas de souci. C'était le mieux, c'était le plus mieux, c'était le meilleur, il y avait pas à discuter. Les 2 derniers, on peut pinailler. Je pense des enjeux qui vont au-delà de la simple décision physique, comme tu disais, il y a peut-être des enjeux économiques derrière, les sponsors, et puis il y a l'idée que c'est plus facile de le remettre une année supplémentaire Olympia que d'en choisir un autre. Je sais pas trop après moi, qu'est-ce que ça implique. C'est ça, je suis pas trop dans le complot, et puis il y a forcément à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il y a forcément du marketing, du sponsor, pas de la magouille, mais de la politique. Mais ce qui est sûr, ce qui s'est vu beaucoup de fois, c'est que quand on est Monsieur Olympia, les juges sont toujours plus cléments avec toi. T'as des athlètes qui arrivent, qui sont vraiment qui te mettent en sueur quand t'es derrière la scène. Sur scène, tu vas être un peu favorisé. On l'a vu avec Phil Heath de nombreuses années. Il y avait des fois, il venait avec un ventre, n'importe quoi. Il avait raté un peu sa sèche. Les cuisses étaient un peu voilées, les fesses, tu pouvais tirer la peau. À côté, t'avais Kay Green ou Dennis Wolf qui était juste, mais il y avait plus de graisse, il y avait plus rien, c'était que du muscle et tout était bon. Ils finissent 2e ou 3e.
Et Philippe refinit premier, parce que du coup, les juges sont toujours plus cléments que le Monsieur Olympia. Pareil avec Arnold. Arnold, il y a eu des fois, il a gagné de 2 ou 3 points près. Il y a eu des fois où, effectivement, on peut émettre le doute de se dire, est-ce que vraiment Arnold méritait de gagner? Et j'imagine qu'avec Liani, c'est pareil. Il y a des athlètes comme Mohamed Makawi et Lee Labrada, pendant les années 80, qui étaient très beaux, qui mettaient un peu à mal la symétrie de Lianet, qui à l'époque manquait de bras, notamment. Il était bien, mais on se disait, voilà, il manque un peu de bras. Ces genres de choses-là. Mais comme à chaque fois le gars est Monsieur Olympia, je pense qu'il y a cet effet de se dire c'est plus dur de détrôner le roi que de le faire partir, de rester roi à sa place. Et puis j'imagine que ça crée aussi du drama. On se dit toutes les années, ah c'est lui le Monsieur Olympia, l'an dernier il était un peu limite, comment ça va se passer cette année? Donc j'imagine qu'il y a aussi une hype. Ouais, ça fait parler, donc les gens ils s'intéressent un petit peu plus, ça augmente l'audience, etc. Bon, ben cette petite incartade sur l'histoire des compétitions est très instructive pour ma part. Pour revenir un peu, parce que c'est hyper intéressant, moi ça m'intéresse beaucoup, je suis pas sûr que ça va intéresser 100% des auditeurs, même s'ils devraient, on va dire. Pour essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus personnel, tu parlais, enfin on a beaucoup parlé de posing, des catégories selon les points forts, les points faibles. Est-ce que tu pourrais nous citer toi par exemple, t'as un bon retour sur toi-même, t'as fait de la compétition, tu te vois tous les jours au miroir quand tu t'entraînes. C'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points faibles et comment tu penses pouvoir développer des stratégies pour essayer de rattraper ça? Alors, sur le plan factuel, qu'est-ce que je fais? Je fais un truc style un peu plus au niveau de l'ossature et un truc plus au niveau des muscles ou un global direct? Peut-être d'abord ce que tu ne peux pas changer, on va dire, parce que l'ossature, bon, à moins que tu connaisses un très bon chirurgien, je suis pas certain que tu puisses gagner de la longueur de clavicule ni quoi que ce soit. Donc peut-être d'un point de vue musculaire, quels sont tes points forts et points faibles? Ouais. Alors au niveau des points forts, déjà un point fort, juste pour être sûr, je le dis, c'est un muscle qui va se développer très vite. Alors t'as raison de le rappeler parce que je le rappelle pas tout le temps, ça me paraît une évidence, mais évidemment. Donc ouais, voilà, juste pour être sûr, parce qu'il y a des gens qui se disent, voilà, j'ai les pecs en point fort, tu travailles avec les pecs en fait, c'est normal. Ouais. Voilà, un point fort, c'est pas forcément le truc que tu travailles le plus qui gonfle, c'est le truc que justement tu travailles le moins, qui reste, voire même qui continue à gonfler, alors que toi t'es là à se dire, mais non, mais arrête en fait. Et à contrario, un point faible, c'est un muscle que, bien évidemment, si on a la connexion neuromusculaire, je parle, hein, parce qu'il y a des muscles qui sont en point faible chez certaines personnes, juste parce qu'ils ne les travaillent pas ou n'arrivent pas à les contracter dans un mouvement. C'est encore autre chose. Mais s'il y a un muscle qu'on contracte correctement, qu'on sait recruter, mais qui derrière ne se développe pas forcément, même si on le matraque, ça c'est un point faible. Donc moi de ce côté-là, au niveau des points forts, j'ai très vite eu les deltoïdes de manière globale, surtout l'avant et les faisceaux latéraux en point fort, les trapèzes supérieurs aussi, les abdos, les grands. Excuse-moi, je te coupe 30 secondes, c'est assez curieux justement d'avoir à la fois les deltoïdes latéraux et les trapèzes supérieurs en point faible, puisque c'est souvent un muscle des deux qui va prendre le relais sur des exercices. Point fort. Ah oui, d'accord, ok. Oui, mais en fait, ça c'est plus, je pense que justement là, le problème vient plus du recrutement neuromusculaire. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait du sport de combat, 8 ans. Donc il y avait de la lutte, il y avait du contact, il y avait du sol, il y avait beaucoup de mouvements explosifs et de contraintes aussi au niveau de la tête. Donc on se faisait attraper la tête, tout ça, donc il fallait que tu gaines tout ça. Et aussi des mouvements explosifs au niveau de soulever, de renverser et autres. Donc j'avais beaucoup ces mouvements-là qui recrutaient énormément ça. Mais à côté, j'ai fait de la natation. Et à côté, je courais en sprint aussi énormément. J'ai fait un peu de l'athlétisme. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand tu cours, t'es censé garder les épaules comme ça, et tu fais juste ce mouvement-là, comme ça, tu vois. Donc ça te fait beaucoup l'avant d'épaule, ça te fait aussi un peu l'arrière, mais ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça avec des changements de direction, quand tu fais ça avec, quand tu couples ça avec de la natation et même du sport de combat au niveau de la frappe, que tu dois garder tes bras comme ça, avoir une garde, ou comme ça, enfin on s'en fiche, t'as de l'isométrie ici. Tes épaules travaillent non-stop. Quand tu regardes des sportifs, les gens qui font du sport de combat, par exemple des boxeurs de boxe anglaise, oui, ils sont trapus, oui, ils sont tassés, et le but c'est pas d'être le plus musclé possible, mais tu regardes les épaules, c'est l'un des trucs qui ressort le plus. Chez les combattants de MMA, il y a aussi un peu la même chose. Chez les combattants de Muay Thai, aussi. Les lutteurs un peu moins. Mais il y a ça en fait. Donc je pense que parce que j'ai fait du sport de combat et la natation, parce qu'en natation j'étais fort en crawl et en papillon, et je faisais pas de longue distance, j'aimais bien faire juste du 50 mètres, j'étais un peu flemmard à l'époque, c'était mon adolescence. Donc moi je faisais un aller-retour, 50 mètres, j'allais le plus vite possible et basta. Je pense que ça a aidé à contribuer à déjà, moi, savoir contracter chacun des muscles,
et puis faire le travail de fond pour les développer. Parce que du coup, par contre, mon arrière d'épaule, le deltoïde postérieur, moi j'ai eu énormément de mal, comme beaucoup de personnes, parce que j'étais pas habitué à le recruter. Moi je passais direct par les trapèzes, les rhomboïdes, les grands ronds et les grands dorsaux. Donc pour recruter l'arrière d'épaule, j'ai un peu galéré au début. Donc je peux comprendre que c'est assez c'est assez peu anodin comme tu dis, mais je pense que là le problème c'est plutôt du neuromusculaire. C'est est-ce que tu arrives à faire tes exercices de deltoïdes latéraux sans recruter les trapèzes supérieurs au moins possible, et est-ce que tu arrives à faire des exercices qui recrutent assez les trapèzes supérieurs, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, je remarque, qui ont des trapèzes supérieurs très développés quand ils font des exercices que l'on considère de force ou très basiques. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font juste des machines, des poulies, quelques poids libres. Ils vont pas faire ces exercices qu'on dit de fondation et de base qu'on retrouve chez les haltérophiles ou la force athlétique ou le bodybuilding un peu à l'ancienne, à l'arrache avec une barre en fait. Parce que le trapèze, du coup, c'est ça au final. C'est des muscles quand même que si t'arrives à les développer et que t'es naturel, c'est que soit t'as eu une très bonne génétique, soit c'est parce que t'as vraiment fait le bourrin en fait à la salle. Donc je pense que c'est aussi pour ça, cette ambivalence, d'avoir l'un mais pas l'autre. Et évidemment, il y a les ratios au niveau de la clavicule. Si la clavicule est très longue, forcément ton trapèze supérieur, tu vas avoir plus de mal, il y aura plus de levier. Par contre, le deltoïde latéral, ça va aller. Et vice versa, si t'es très étroit de clavicule, les deltoïdes latéraux, tu peux forcément bien les développer, mais souvent le trapèze supérieur va prendre l'ascendant. Et puis même visuellement, on a plus l'impression que tu fais trapu que tu fais large en V. Donc voilà. Donc moi j'ai jamais eu de souci à développer l'un comme l'autre. Et effectivement, j'ai eu de la chance, je pense. C'est qu'au niveau de l'information, très vite on m'a dit voilà, tel exercice, si tu veux faire gaffe à bien travailler tel muscle, tu fais comme ça et pas autrement. Tu as anticipé toutes les questions sur lesquelles je voulais rebondir sur ça, justement, les leviers, les longueurs de clavicule. Donc, non, c'est excellent. Ce qui fait que, est-ce que tu n'aurais pas donné d'une certaine façon la recette magique pour avoir un haut du corps exceptionnel, à savoir trapèze et deltoïde? Faites de la boxe, faites des sports de combat et puis allez faire de la natation en étant jeune, et peut-être qu'ensuite en faisant du bodybuilding, vous développerez cette carrière. Mais blague à part, donc, ces 2 points forts, est-ce que tu as des points faibles que tu as envie d'essayer de rattraper? Comment tu comptes t'y prendre pour ces prochaines années? Alors moi, point faible, pendant très longtemps, j'ai eu les bras que je trouvais en retard. C'était autant à cause de mon entraînement, j'ai travaillé pas assez tout simplement, que à cause d'un mauvais recrutement musculaire. Et pour les bras, du coup, je parle plus surtout du biceps, parce que le triceps encore ça va, à cause justement d'un autre point faible. Donc ça, c'est plutôt ma faute. C'est pas des vrais points faibles. Le prochain que je veux dire, c'est parce que j'ai pas bien fait les choses. Mais du coup, les biceps, c'est un muscle que techniquement, j'ai les biceps courts, donc il y a un petit espace entre l'insertion et l'origine. Au niveau du tendon, mon biceps ne couvre pas tout. Je peux caler 3 doigts. Je sais pas si tu peux voir. Si on oublie l'avant-bras à travers le pull, tu te dis là, je peux mettre 2 doigts comme ça. En fait, non. Tout ça, c'est de l'avant-bras. Je peux mettre 3 doigts. Donc du coup, ouais, ici beaucoup moins, mais ici c'est. Moi aussi, j'ai un biceps court. Oui, voilà, il y a beaucoup de tendons, donc c'est chiant à développer parce que du coup, la tension va très vite partir du muscle et se retrouver sur les tendons. Et effectivement, ça fait un muscle plus petit à développer. Donc au niveau de la connexion neuromusculaire, j'ai eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que même je faisais des curls avec une barre, je pliais donc mes bras. Donc le biceps est censé être contracté, ça fait fléchisseur du coude. Et je sentais mes avant-bras, donc mes fléchisseurs de poignet, et je sentais mon avant d'épaule. Et mon cœur, je le faisais vraiment comme ça, hein. Je faisais pas de trucs bizarres, je le faisais comme ça. Je sentais l'avant d'épaule et les avant-bras sur des curls. Je faisais 5 séries, mon biceps il avait pas bougé, j'avais les épaules grosses comme ça, et j'avais les avant-bras, c'est n'importe quoi. Donc j'ai dû créer une connexion cerveau-muscle, littéralement. Donc déjà ça me faisait défaut. Il m'a fallu quand même 2 ans avant de vraiment me dire voilà, là j'arrive à plus ou moins bien contracter le biceps. Et ensuite il y a le problème de se dire voilà, les exercices basiques quand t'as des biceps normaux, voire même prédominés pour être gros, sur les autres ça va marcher, sur toi pas forcément, ou beaucoup moins bien. Donc il faut que tu cherches des variantes, des petits trucs, des inclinaisons de torse, de buste, le coude, la position, le poignet, ce que tu fais avec, pour bien recruter le biceps. Et puis il y a des fois tu vas venir une semaine, tu vas faire un truc, ça fonctionne, la semaine d'après t'arrives, t'y arrives plus. Donc c'était assez frustrant des fois. J'estime avoir aujourd'hui des bras qui sont plutôt corrects sans forcément être énormes, mais pour moi c'est encore un point faible, surtout les biceps. Les triceps j'ai trouvé, les triceps de base j'ai trouvé, puis même à cause de mon second point faible qui est les pecs, mes triceps se sont plus développés. Les pecs c'était avant comme les biceps, parce que du coup j'arrivais pas à les contracter tout simplement.
Ce que je faisais, c'était qu'entre mes séries de développé couché, de dips et autres, je restais comme ça, tu sais, en appuyant entre chaque main pour les forcer à se contracter, comme ça j'apprenais à les sentir en fait. Mais à la base, moi je ne savais pas contracter mes pecs. Donc tout allait sur les épaules et les triceps. Et après plus tard, je me suis rendu compte que juste déjà travailler les pecs, j'aimais pas ça. Et puis même visuellement, avoir des gros pecs très 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 développés, j'aimais pas ça. Donc en fait, j'ai fait exprès de laisser ça en point faible, même si techniquement c'en est pas un. C'est-à-dire que je peux les recruter, je peux les contracter, mais j'aime pas les avoir très développés. Je préfère le physique avec des épaules très développées, voire même surdéveloppées, avec des gros bras massifs et un bon dos, qu'un truc avec des pecs vraiment énormes que t'arrives même pas à descendre le menton. Donc voilà. Mais pour les pecs, j'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su les contracter de moi-même et réussir à mettre l'étirement dessus sur un mouvement, donc dips, pompe, écarté, développé, on s'en fiche, et bouger la charge entre grosses guillemets avec les pecs, donc c'est-à-dire moins me contracter sur ce que je fais avec les bras, mais plus faire ce petit mouvement là de câlin, d'adduction de bras sur le tronc, du coup en termes de bioméca, les pecs ils viennent en fait, donc c'est pas un souci. Mais du coup ouais non, pour moi c'est les biceps qui m'ont vraiment donné du fil à retordre. Au niveau des cuisses, les quadriceps, les fessiers, c'est venu direct. Les ischios jambiers, j'ai très vite réussi à trouver ce qui fonctionnait. Les mollets, les miens ne sont ni courts ni longs, c'est au milieu en fait. Les solaires s'arrêtent à peu près au milieu du tibia ou au premier tiers, donc ça va, j'arrive à me débrouiller pour les développer. Donc ouais, c'était pecs biceps surtout qui m'ont fait défaut. Tout à l'heure, tu nous as fait part d'une petite indication qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, évidemment. Tu disais que tu faisais de la compétition, justement, où il est censé y avoir que des athlètes naturels, mais qu'il n'y avait pas que des athlètes naturels. Bon, quand je dis que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est juste une évidence en fait. Quand on fait du bodybuilding, on sait qu'on va être confronté avec des athlètes qui ont pris des produits dopants. C'est un peu, je dirais pas la base de ce sport, mais bon, à la limite, j'ai pas tant envie d'en parler que ça parce que le fait qu'il y ait des dopés, le dopage, etc. Mais plutôt toi, ton expérience, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, parce que c'est plutôt rare aujourd'hui, surtout sur des physiques qui sont développés, qui sont mises en avant sur les réseaux, en tout cas qui sont partagés et aimés sur les réseaux. Ça reste rare d'avoir des physiques naturelles, donc on va partir évidemment du principe que tu es naturel, on est d'accord sur ça. Enfin, je bois du café, quoi, donc bon. Faut pas que tu dépasses une certaine dose parce que sinon c'est considéré comme dopant. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester naturel ? Pourquoi pas franchir le pas pour être à la hauteur et peut-être t'as déjà une très bonne base et exploser par rapport à ça ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà j'ai jamais eu envie en fait. À aucun moment je me suis dit je vais prendre des produits pour être plus musclé et plus sec. Parce que de base, je me suis toujours dit oui, avec les produits je peux faire ça, mais en même temps il y a encore tout ça que j'ai pas fait. Pardon, on voit pas mes mains, voilà. Donc pourquoi tu veux que j'aille direct faire un truc comme ça avec des aides artificielles quand j'ai encore tout ce potentiel là qui est là. Et ensuite c'est aussi parce que au niveau de ma santé, même s'il y a possibilité de faire des trucs avec des produits que tu prends qui te protègent les organes, que quand tu fais une cure off tu prends tel truc pour te détoxifier, je ne sais quoi. Déjà au niveau du coût de l'argent, j'ai pas envie de payer pour me niquer la santé, excuse-moi l'expression, mais pour moi c'est littéralement le cas, et j'ai pas envie de prendre le risque surtout. Je sais pas si du coup les gens savent mon âge ou autre, ou même s'ils le trouveront, mais moi j'ai 24 ans, j'en aurai 25 cette année. Je vois pas pourquoi je prendrais des produits qui vont me transformer en Captain America, en tout cas visuellement, hein. Et que dans 10 ans, cancer de la prostate, problème de rein, problème de foie, en plus des trucs de foie, si tu regardes les interviews que j'ai fait avec Jordan, j'ai déjà eu pas des soucis, mais j'ai déjà eu des trucs où je me suis gratté la tête et j'ai haussé le sourcil. Et encore ça, c'est pas le pire. Il y a d'autres trucs qui peuvent venir encore après. Donc en fait, je me dis que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et même, admettons, je prends des produits. Je vais en compète. Je gagne des compètes. Je vais dans des compètes plus grosses. Je fais quoi ? J'augmente les doses, je continue à gagner parce que je suis vraiment un des meilleurs, ou c'est avec des histoires de sponsors politiques. Enfin, les gars qui gagnent leur vie en bodybuilding, c'est parce qu'ils ont des sponsors, parce qu'ils ont 2-3 business à côté, parce qu'ils avaient le capital déjà de base, peut-être de famille aisée ou je ne sais quoi, et parce qu'ils vont à très haut niveau. Je crois pas que les bodybuilders qui font des compétitions régionales, nationales, gagnent bien leur vie, ou en tout cas gagnent leur vie grâce au bodybuilding. Par contre, le bodybuilding, ça prend du temps. C'est du temps que tu peux pas passer à travailler ou à construire ou je ne sais quoi. Ça te prend de l'argent parce qu'il faut les compléments, il faut la bouffe. Et niveau bouffe, c'est vrai qu'on mange quand même plus et c'est des produits quand même plus spécifiques qui sont de manière générale, globale, plus chers. Et en plus, il y a les compléments et en plus, on va rajouter le dopage et les trucs les trucs qui sont censés te protéger du dopage que tu prends. Pour une médaille, un pot de prot une fois par an. Non.
Et à la base, le bodybuilding, pour moi, c'est une histoire de force, de santé, pas de force, genre je soulève le plus haut possible, mais de force physique, tout simplement. Tu peux courir, tu peux grimper, tu peux sauter, tu peux faire des trucs. Tu es capable physiquement, tu es beau physiquement, tu ne tombes pas malade très souvent, voire pas du tout. T'es en bonne santé, et c'est cet esprit-là, en fait, que je vois par le bodybuilding. Donc, pourquoi j'irais encore une fois, me niquer la santé pour paraître en bonne santé? Tu l'es ou tu l'es pas, en fait. Donc voilà, non, c'est pour ça que ça m'a jamais attiré. On m'a déjà proposé plusieurs fois comment ça, du Clomid, je crois, c'est un truc pour la testo, je crois. On m'a déjà dit, vu ma sèche, tu prends de la Navarre ou c'est quoi qu'on m'avait dit? De la Navarre ou du Clen, Clenbuterol, du coup. Parce que du coup, je veux pas dire que je m'y connais, mais du coup, j'ai quelques petits mots du jargon. Donc, moi, on m'a déjà dit du coup que je prenais sûrement ça, et on m'en a proposé aussi. Ça m'a jamais intéressé, même d'essayer. C'est-à-dire que même si j'essayais, de toute façon, je le dirais. Si je veux me faire une petite cure de je ne sais quoi, les gens, je leur dirais, bon, bah là, je vais tester un truc pendant 2-3 mois, ou je ne sais quoi, 4 mois. Je sais même pas c'est quoi les durées. Et puis voilà, quoi. Et si les gens me demandent, bah, je dirais, bah oui, j'ai pris. Ou je prends actuellement. Enfin, je vois pas pourquoi. Le problème, c'est aussi ça en bodybuilding, c'est que c'est tabou. Mais ça, c'est aussi pour le côté marketing, je pense. C'est que si on te met un gars dopé qui est vraiment balèze et qu'on lui dit de dire j'ai pris telle poudre pour être balèze, bon bah les gens qui sont pas assez renseignés, qui sont peut-être un peu crédules, ou même juste simplement qui lui font confiance à cet athlète, ils vont se dire ok, bah je lui fais confiance. Et ça fait vendre. Et je pense c'est aussi ça le nœud du problème. Encore une fois, il y a C'était le sujet principal qui était abordé avec Maître Cal sur l'un des épisodes du podcast, que j'invite les gens à peut-être écouter si c'est pas encore fait. C'est le numéro 11, où la problématique n'est pas tant le dopage en lui-même, mais on va dire le mensonge sur le dopage qui justement fait miroiter des résultats qui sont non atteignables. Ceci est un autre sujet. Toi aujourd'hui, tu penses que tu ne franchiras jamais le pas, ou tu restes encore à semi-ouvert sur une éventualité peut-être probable future, ou tu penses que vraiment tu t'es sûr que non, ça en vaut pas la chandelle? Alors moi je suis sûr que non. Par contre j'ai eu l'idée, en fait, c'était quand j'ai vu comment ça s'appelle, c'est le documentaire avec McDonald's, Super Size Me. Tu sais, le gars là qui mange McDo tous les jours pendant un mois. Ouais, je l'ai vu, ouais, bien sûr. Ouais. Et t'as vu, il a fait les tests de santé avant, pendant, après, pour se rendre compte de la chose. Et ben je me dis peut-être que finalement, juste une fois dans ma vie, peut-être tester et faire la même chose que ça, en fait. C'est-à-dire que j'arrive, je dis bon ok, je vais prendre ça, et je fais tous mes examens de santé avant, comme lui, une batterie de tests. Je fais un truc pendant et je fais un truc après, et je regarde ce qui se passe, et je documente tout, genre absolument tout, comment je me sens, ce que j'ai fait, mon humeur, etc. Et tu vois l'avant, le pendant et l'après. Et à l'entraînement, la diète, tout ça, tous ces trucs-là, comment, même physiquement, ce qui en ressort. Je me dis ça peut peut-être être intéressant. Mais est-ce que tu as pas peur d'avoir assez de résultats positifs, on va dire, pour que le message passé, parce que toi, si le message est de montrer réellement ce qu'il en est, même les mauvais côtés, etc., tu sais que quelqu'un qui tombe sur ça et qui a des doutes, il va toujours avoir son esprit un petit peu biaisé, où il va, si lui il a envie en fait de faire une cure ou de tester des stéroïdes, s'il tombe sur ce genre de contenu, son esprit, il va de suite aller chercher le positif, il ne va pas voir le négatif. Tu sais, c'est un peu un truc, en fait, on veut juste être conforté dans l'idée de ce qu'on veut faire. Le mec, il va chercher cure, stéroïde, quelqu'un qui a suivi, mais lui, dans son idée, il a envie de passer à l'action, et il veut juste se rassurer sur le truc, et il va un petit peu minimiser ce qu'il entend de négatif sur une cure, par exemple, pour ne prendre que le positif. Moi, c'est un petit peu... l'impression que j'ai parfois, je veux dire, les recherches qu'on fait sont toujours biaisées, et en fait on cherche à avoir la réponse qu'on veut avoir, quoi, tu vois. Et est-ce que toi ça serait dans quel objectif, peut-être? Je vois ce que tu veux dire, ouais, des fois il y a des gens, ils sont juste là, ils te posent une question, mais ils veulent que tu leur donnes la réponse qu'ils ont envie d'entendre, en fait. Mais du coup, si on part de ton principe à toi, effectivement, que quelqu'un veut essayer, et qu'il trouve mon éventuel pas documentaire, mais petite expérience, et qui se dit bon bah finalement voilà, je peux le faire. À contrario, il y a aussi les gens qui se diraient je suis peut-être intéressé, mais je suis pas trop sûr. Ils tombent là-dessus, ils se disent ah ouais non, en fait non, vraiment non. Donc il y a les deux côtés de la pièce, déjà, de 1, et de 2, moi tout ce que je veux apporter, si jamais je le fais, c'est du factuel. C'est pas des histoires de oui tu peux pas, c'est du factuel. Moi je l'ai essayé, moi ma génétique, mon passif sportif, mes antécédents médicaux et je ne sais quoi, parce que j'ai toujours été en bonne santé, c'est pas le souci. Mais voilà, quelqu'un de bonne santé qui fait ci, qui fait ça, qui s'est déjà entraîné avant, qui est pas un gamin qui a plus, je sais même pas quand est-ce que je vais le faire, mais admettons j'ai plus de 30 ans, donc voilà, je suis vraiment adulte, stable économiquement, peut-être psychologiquement, tout ça aussi, émotionnellement, etc. Ça s'est passé comme ça.
C'est des faits, c'est des vérités. Voilà. Après, t'en fais ce que tu veux. Il n'y a pas d'interprétation possible, en fait. C'est ça qui s'est passé. Donc après, si quelqu'un me dit j'ai envie d'essayer, mais je suis pas trop sûr et tout, je lui dis mais je viens de faire un documentaire pour te montrer ce qui peut se passer. Ça aurait pu encore plus mal se passer, ça aurait pu se passer peut-être encore mieux. Moi, j'ai essayé, je ne savais pas. Donc voilà, c'est le genre de truc là auquel il faut s'attendre. Est-ce que t'es prêt? Si tu te poses la question, c'est que t'as des doutes. Donc peut-être que non au final. Est-ce que t'es prêt à investir du temps, de l'argent et potentiellement du capital santé dedans? Ça va dépendre des cas. Mais je vois pas en quoi mon expérience pourrait influencer qui que ce soit en fait. Parce que les gens de toute façon, s'ils veulent voir quelque chose, ils vont le voir. Tout simplement. Il y a plein de gens qui me disent... Alors, il y a plein de gens déjà qui disent que je suis dopé, qui disent que comment ils disent, en gros je dis je porte tel poids et en fait je mens, il y a moins voilà, j'utilise des faux poids, des trucs. On m'a déjà fait la remarque, la réflexion, parce qu'effectivement il y a des trucs, il y a des exercices qu'ils connaissent pas forcément que je montre, qui sont un peu conventionnels, qui se disent mais c'est pas possible de lever ces poids là avec ce genre de gabarit là naturellement. Donc déjà de base voilà, on dit tu mens sur tes poids, tu mens sur tes performances, tu mens sur le fait que t'es naturel. Moi, je beau leur expliquer par A plus B que oui mais non, ils vont continuer à dire que si. Bon bah ok, qu'est-ce que j'ai autre chose à faire en fait. Donc là pour le documentaire, je pense là tout de suite maintenant actuellement que ça sera pareil. S'il y a un gars qui veut se doper, qui tombe sur mon documentaire et qui se dit ah bah je peux, et qui demande un peu l'autorisation, je sais pas, en commentaire ou en message privé, je lui dirais mais tu fais ce que tu veux en fait. Moi je t'ai montré, moi j'ai voulu essayer, j'ai voulu le montrer à tout le monde pour voir vraiment ce que ça fait, que les gens arrêtent de minimiser les effets, ou au contraire qu'ils arrêtent de se dire ça va être le truc qui va te faire exploser. Il y a des mecs dopés qui sont moins bons que moi physiquement au body, il y a des mecs dopés qu'en compète je suis passé devant en fait. Et c'est pas parce que je suis dopé moi-même, c'est parce que ils ont beau être dopés, peut-être qu'ils ont un potentiel qui est plus large que le mien, n'empêche qu'ils l'exploitent pas par multiples facteurs. Donc là c'est pareil en fait. Je me dis enfin je me vois pas aller aussi loin dans la réflexion et me dire je vais être responsable de gens qui vont se doper en fait. Je suis pas responsable, ils le sont. Moi, je fais que montrer ce qui se passe. C'est comme les gens qui vont à McDo. Le gars qui mange Super Size Me, qui a mangé McDo pendant 30 jours, tous les jours, à chaque repas. Est-ce qu'il est responsable de tous les gens qui vont au McDo? Bah non. Par contre, il a montré ce que ça fait. Donc après, si tu vois le documentaire... C'est intéressant, ouais, parce que le documentaire, il montre... Mais c'est un peu le parti pris depuis le départ. Hein. Je veux dire, on va faire un test de manger au McDo tous les jours et voir comment le corps va réagir. On sait que c'est biaisé parce que on sait au final que ça va montrer quelque chose de délétère pour le corps. T'as tous les marqueurs hépatiques qui ont monté, le cholestérol. Enfin, le mec, il est vraiment en mauvaise santé. D'ailleurs, il termine pas son défi. Hein. On est d'accord? En un mois, le gars, il a réussi à perdre des cheveux, il a réussi à niquer sa libido, enfin, c'était... Mais si jamais, toi, tu fais ce genre de test avec donc des stéroïdes anabolisants, ce genre d'épreuve, je sais pas comment on pourrait dire ça, d'expérience, on va dire, parce que si tu le fais en direct live, c'est-à-dire que tu te documentes au jour le jour et que tu te rends compte sur une cure que tu choisis de X semaines, qu'il ne t'arrive pas tant d'effets négatifs. Puis tu sais, il y a aussi le côté, il y a de la latence aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses que tu vas te rendre compte peut-être plusieurs mois après. Je suis pas un expert là-dessus. Et si tu te rends compte que finalement cette cure, à l'instant où tu l'enregistres, cette expérience, elle se passe bien, tu n'as pas trop d'effets négatifs, tu as surtout des effets positifs. Là, pour le coup, le message, il est... certes, tu n'en as pas la responsabilité, mais il va y avoir une espèce de biais, parce que par ton expérience qui est positive, ça va transmettre une information aux gens, comme quoi l'utilisation de stéroïdes est positive, tu vois. C'est qu'on a vite fait de prendre un cas d'une généralité, et pour faire les choses bien, il faudrait que des personnes comme toi, il faudrait qu'on en ait des centaines qui fassent tous le même protocole, en même temps, avec les mêmes marqueurs, les mêmes statistiques, etc. etc. Et là, il s'en dégagerait quelque chose de commun. Évidemment que ça suffirait pas aux gens qui sont motivés de passer du côté dark side, tu vois. Évidemment que ça suffirait pas. C'est la réflexion que j'ai là tout de suite, c'est que si jamais ça se passe bien pour toi, comment tu le gères derrière? Tu te dis, merde, c'est niqué, ou alors ça vaut quand même son expérience pour les gens? Moi je pense que ça vaut toujours le coup pour l'expérience. Par contre, moi je pars pas du postulat que ça va mal se passer. Je pars pas du postulat que c'est pas bien, que c'est le mal, et que voilà. Je me dis juste voilà, c'est comment dire, que prendre des stéroïdes, c'est pas que c'est bien évidemment c'est illégal, il y a tout le côté juridique aussi là-dessus, il y a le problème de l'éthique, il y a le problème de la morale bien évidemment. Mais moi je pars pas du postulat que ça va être mal. Ça se trouve effectivement ça pourrait très bien se passer, c'est pas le souci. Par contre, que ça se passe bien, que ça se passe mal, je voudrais en fait que ça montre aux gens ce qui se passe réellement, parce que t'as des gens qui minimisent énormément les effets, qui comme par exemple le documentaire Bigger, Stronger, Faster, le mec il est pro stéroïde,
Moi, j'ai pas envie d'être anti-stéroïdes. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Ils sont là. Donc, si tu veux les prendre, tu vas les prendre, en fait. J'y pourrais rien. Tu peux aller sur un site, le truc, il te livre de la Thaïlande ou de je ne sais où, tu pourras en prendre, en fait. Tu vas dans certains pays, tu vas en pharmacie, tu as l'hormone de croissance. J'y peux rien, j'y pourrais rien, je pense. Moi, tout ce que je peux dire aux gens, c'est rester en bonne santé. D'où peut-être l'idée du documentaire. C'est pas un truc que je suis sûr de faire. C'est toujours une supposition, c'est toujours une idée. Ça se trouve, je le ferai jamais. Parce qu'effectivement, c'est que mon expérience à moi, c'est que moi, c'est que un cycle, c'est que un truc. Ça se trouve, c'est au bout de 10 que tu commences à te niquer réellement la santé. Ça se trouve, c'est à partir de telle dose ou tel mélange, je sais pas, ou telle substance, tu vois, j'en sais rien, moi, ces trucs-là. Tout ce que je sais, c'est que je suis globalement en très bonne santé. J'ai une petite faiblesse au niveau du foie qui a l'air d'être un peu fatigué, ou en tout cas qui a des marqueurs des fois un peu élevés, sans que je boive, sans que je mange des trucs pas bons et que je prenne des médicaments ou je ne sais quoi. Et c'est tout. Mais quelqu'un qui a une santé encore plus excellente que la mienne, ça se trouve, ça va très mal se passer, alors que de base, il partait avec un meilleur capital. Il y a aussi le côté génétique, apparemment. C'est un truc que j'ai pu voir, c'est qu'apparemment, il y a des gens, génétiquement, qui réagissent mieux ou moins bien. Il y a des gens qui ont besoin de tripler une dose à côté d'un gars qui prend rien et au niveau physique, ils sont pareils. Donc ça se trouve, j'ai même pas une génétique qui est bien, qui est réceptive à ces produits. Ou au contraire, ça se trouve, j'en ai une qui va très bien réagir. Je sais pas. Mais c'est pour ça que je me dis peut-être ça vous pourrait valoir le coup de faire une expérience. Mais de base, je me dis pas que je vais dire que le message de fin, ça sera regardez, c'est mal. Ça sera juste dire voilà, j'en ai pris, j'ai essayé, voilà ce qui s'est passé. Sur certaines chaînes YouTube qui parlent de musculation, d'entraînement, est-ce que tu penses, toi, avec l'expérience que tu as accumulée en musculation, en entraînement, qu'un entraînement, quand on est naturel, il est différent qu'un... ou alors, on va peut-être le prendre à l'envers. Est-ce que quand on utilise des produits dopants, on peut s'entraîner différemment de quand on est naturel? Et quand on est naturel, est-ce qu'il faudrait faire des adaptations, des entraînements qu'on voit de gens qui ne sont pas naturels et ne pas reproduire forcément ce que fait un Kai Greene pour un mec qui a 2 ans de muscu? Alors, la réponse courte, c'est oui. Mais au final, pas tant que ça. Au début, je pensais que oui, parce que je voyais les gars, du coup, dopés. Tu les vois faire plus de séries, tu les vois faire plus lourd. Sur certains exercices, il peut au contraire, sur d'autres exercices, tu les vois prendre des poids, mais des poids de mouche, et tu les vois congestionner et gonfler. Tu te dis, mais non, en fait, c'est pas possible. Et le gars, il dit, moi, pour les épaules, je fais ça. Tu fais le même truc que lui pour les épaules, il se passe rien. Bon, voilà. Il y a le côté aussi que quand tu es dopé, il y a des muscles qui ont des récepteurs androgènes, du coup aux hormones que tu t'injectes, ou que tu prends en oral ou je ne sais quoi. Donc de base, un gars dopé, les épaules, les trapèzes, le haut de pec, toutes ces zones-là qui sont très réceptives, le cou aussi, qui sont très réceptives aux hormones androgènes, qui vont direct exploser. Donc par exemple, de base, un dopé, par exemple, je sais pas si c'est une histoire de dose ou de sensibilité, mais si il a le haut de pec qui gonfle énormément dès qu'il prend des produits, il a pas besoin de le travailler, donc il va pas le travailler, ou beaucoup moins, alors qu'un naturel qui a besoin d'avoir des pecs qui sont gros de la clavicule jusqu'en bas au niveau de l'insertion sternale, il va falloir qu'il travaille tout. Donc déjà il y a ça qui change. Ensuite il y a le fait qu'au niveau des épaules, encore une fois, un dopé, ça va très vite gonfler. C'est cet effet cartoon, les gars ils ont des épaules presque aussi grosses que la tête, voire même plus grosses des fois, et ils ont l'arrière d'épaule qui gonfle énormément. Un naturel il a pas ça, le naturel son épaule elle est plus grosse devant que derrière. Donc par contre le naturel il va falloir qu'il se déglingue à fond sur les deltoïdes postérieurs s'il veut de l'équilibre musculaire, s'il veut équilibrer les tensions, éviter de se blesser dans une optique de pré-ab et de prévention. Rien que pour la posture au quotidien, mais bon, ça c'est mon naturel qui revient. Exactement aussi, exactement. Mais au final, c'est pas si différent que ça, parce que si on prend l'analogie du compte en banque, quand t'es naturel, t'as un compte en banque, tu t'entraînes, tu investis de l'argent techniquement dans certains muscles, tous les muscles que tu entraînes. On va dire que ton compte en banque, à partir du moment où il est vide, tu peux plus rien continuer en fait. Il y a des gens qui se mettent à crédit, qui se mettent en déficit, qui se mettent à découvert pour continuer à s'entraîner plus, mais c'est pas pour autant que ça va être bénéfique, parce que le volume et l'intensité de laquelle ils peuvent récupérer, elle est fixée par rapport au style de vie, l'alimentation, le repos, la récupération active, passive. C'est pas plus tu t'entraînes, plus t'as des résultats. C'est exactement, c'est pas plus égale mieux. C'est plus égale mieux jusqu'à un certain moment. Et le certain moment, sur la même personne, il peut varier selon les conditions de vie, selon le travail, le stress, plein de choses. Et ben, un dopé, c'est pareil. C'est juste que le dopé, parce qu'il prend des anabolisants, son compte en banque, il est beaucoup plus gros. Donc le gars, quand il fait ses leg curls pour l'arrière des cuisses, il va pas faire 3 séries, il va en faire 20. Et il peut en récupérer. Mais au final, c'est toujours ça le problème. C'est, même si tu prends des anabolisants, qu'est-ce que tu peux faire sans te tuer la santé, en récupérant et en surcompensant de tout ce que tu fais.
la limite sera plus haute, mais il y aura toujours une limite. Sinon, les gars dopés, là, ils passeraient leur vie à la salle, ils passeraient 8 heures par jour à la salle, ils seraient encore plus gros. C'est pas le cas. Ils s'entraînent peut-être plus souvent, mais ils s'arrêtent quand même à un moment, en fait. Et bah, au final, il y a vraiment que ça qui change, parce que les dopés, même s'il y a des fois, ils te prennent des poids de mouche et qu'ils te font des trucs, tu te dis, mais moi, je fais ça, je brasse du vent, en fait. Et bah, au final, quelque part, je pense qu'il y a quand même une espèce de surcharge progressive. Il y a quand même un moment où ils stimulent la synthèse protéique, où ils acheminent du sang dans le muscle, du coup le sang est plein de facteurs de croissance, et puis même avec la congestion, l'hypoxie musculaire que tu crées à un moment, ça se crée, ton corps continue à fonctionner quand même de ce côté-là. Donc au final, non, je pense que la plus grosse différence, c'est juste qu'un dopé peut encaisser plus de volume, en récupérer plus vite, et parce qu'il prend des produits, la synthèse protéique, que du coup normalement toi en tant que naturel, tu ne stimules que via l'entraînement, que via la sollicitation physique, bah eux ils la font de base. Je pense au final la vraie différence c'est que ça. L'analogie du compte en banque est intéressante, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que je l'entends. C'est que ça que j'ai trouvé, quoi. C'est juste se dire, ouais, le dopé il a 6 chiffres sur le compte en banque et toi t'en as que 5, quoi. On a parlé de posing, on a parlé de stéroïdes évidemment, on était obligé d'en passer par là, d'une certaine manière. Moi, il y a une espèce d'adage que je retrouve chez toi et chez Jordan aussi, à savoir que le bodybuilding est un art. En quoi, pour quelqu'un qui écouterait ce podcast qui ne serait pas un féru de bodybuilding et qui serait toujours là actuellement, déjà, premier mot, je le félicite, c'est que, je le félicite et puis c'est que finalement ça a été très intéressant grâce à tout ce que tu nous as raconté. Mais si on a envie de peut-être terminer de le sensibiliser un peu plus à ce sport et qu'il reste un petit peu entre se dire bon ok c'est bien beau tout ça mais bon en quoi le bodybuilding est un art. C'est une réflexion un peu métaphysique, je sais pas ce qui va en ressortir de ça mais... Ouais. De mon avis, de mon opinion qui n'engage que moi, le bodybuilding c'est un art parce que c'est le but c'est de montrer un corps qui te fait ressentir des émotions, tout comme la musique, tout comme la sculpture, tout comme la peinture, tout comme le dessin, tout comme n'importe quel art en fait. La construction physique, la construction musculaire du corps, elle est faite via la science, via des études, via des réactions chimiques et autres. Mais c'est pas parce que tu es gros et balèze, comme j'ai pu en parler là, comme on a pu en parler plus tôt, que c'est forcément un bon bodybuilder pour Jordan et moi. Donc c'est pas une histoire de construction de science, c'est une histoire à un moment de se dire bon, ça va plus loin que ça, effectivement c'est plus métaphysique, qu'est-ce que tu vas faire avec ce corps? Et donc il y a le côté performance physique, encore une fois on est sur du concret, du physique, de la science, entre guillemets, mais il y a aussi derrière le côté art, et le côté art, encore une fois je pense que c'est une histoire de faire ressentir aux autres et de transmettre quelque chose aux autres, que tu peux faire de plein de manières différentes. Le bodybuilding, pour Jordan et moi, je pense pouvoir parler aussi un peu en ce moment, c'est un art parce que à partir du moment où tu poses et que tu es sur une scène, que tu es devant des gens et que tu montres ton physique, c'est pas une histoire de regardez-moi je suis beau, c'est une histoire de regardez ça. Et via la chorégraphie, via les mouvements, via les poses, tu leur montres quelque chose qui est beau avec un B majuscule, qui leur fait rappeler peut-être des choses, qui leur fait ressentir des émotions, au même titre qu'une pièce de théâtre par exemple, au même titre que une sculpture dans un musée. Je sais pas si t'as déjà été à Florence par exemple, et t'as été voir la sculpture du David de Michelangelo. Quand tu le vois la première fois, il se passe plein de choses en fait. Et pour plein d'artistes, c'est exactement la même chose. Quand tu vois un truc, quand tu vois des sculptures de Rodin, il y a toujours un moment quand tu regardes le truc vraiment. Après évidemment, c'est pour les gens qui ont une sensibilité à ça. S'il y a des gens qui regardent et qui disent ouais c'est de la terre. Bon, peut-être qu'ils sont moins sensibles, mais quand tu regardes le truc et tu as une sensibilité, tu te dis ah ok, il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose dedans. C'est pas juste de la terre. Là, c'est la même chose. C'est pas juste un gars en slip qui pose. Il y a autre chose. Il y a un message entre grosses guillemets qui est un peu transmis. Et c'est pour ça que je pense que le bodybuilding c'est un art. C'est parce qu'il y a autre chose de plus que juste de la chair et de la viande et des charges en fonte. Bah écoute, ça termine hyper bien cet épisode, je trouve. Je pouvais pas en attendre mieux, je suis d'accord. Et effectivement, moi j'avais envie de rajouter cette idée, mais que tu as fait en suivant. C'est ça qui est formidable, c'est qu'à chaque fois que j'ai une idée, finalement tu l'amènes tranquillement, j'ai même pas besoin de rebondir. C'est cette idée de sculpture, on entend ça
On sculpte son corps d'une certaine façon. En bodybuilding, le bodybuilder il va sculpter les fibres, il va mettre un petit peu plus de muscle ici, il va essayer de sécher là. Bon, dit comme ça paraît un peu bizarre parce que c'est pas aussi simple évidemment. Tu te dis pas tiens pendant 3 mois je vais me sculpter un peu plus de ça. Je veux dire c'est un phénomène de longue haleine on va dire. Et puis il y a une grosse part de génétique qu'on pourra pas modifier. On est d'accord, mais c'est dans l'idée générale. Pour finir, moi j'ai toujours pour habitude de poser 3 petites questions en fin d'interview. La première question c'est est-ce que tu donnerais, oui tu donnerais un conseil j'imagine, mais quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait démarrer aujourd'hui un sport, une activité sportive, si on essaie de tabler un petit peu plus large? De prendre un truc qui lui fait plaisir. Il faut qu'il y ait vraiment cette composante de plaisir. C'est ça, et c'est pour ça que je pense que j'ai été très chanceux étant enfant, c'est que j'ai pu tester plein de choses. Je pense qu'il faut pas se dire ça c'est le meilleur donc je fais. Il y a un truc que moi je regretterais toujours, je pense, un peu, et bien évidemment je m'en fiche au final, c'est pas grave, mais c'est que enfant, moi je pensais que la gymnastique des hommes c'était la même que les femmes, donc c'était t'avais 5 mètres, tu fais une chorégraphie par terre, tu sautes, tu fais des saltos. Je pensais que pour les hommes c'était pareil. Et en fait non, les hommes ils ont des trucs avec des chevaux d'arçon, ils ont des anneaux, des trucs et tout. Tu vois les physiques, tu vois les athlètes qui ont fait de la gymnastique, enfants ou adolescents, quand tu les vois adultes, c'est toujours différent, tu les remarques direct. Plus flexible, plus souple, plus mobile, une meilleure proprioception, un meilleur équilibre, des chaînes latérales, profondes, antérieures, postérieures. Et c'est des super athlètes. Je regrettais toujours, moi, gamin, de pas avoir essayé de gymnastique. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai pu faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités. J'ai couru, j'ai escaladé, j'ai sauté, j'ai fait du sport de combat, j'ai fait de la lutte, j'ai fait de la frappe, pied-point, j'ai fait de la natation, j'ai fait du vélo, j'ai fait plein de choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que du coup, je me suis éclaté à chaque fois. Parce que du coup, j'ai testé plein de trucs. Et à un moment, il y a un truc que j'aimais plus trop, qui me saoulait, bah j'arrêtais, c'est pas grave. Il y a un truc que j'aimais que au contraire je kiffais faire, bah je le fais encore plus. Et à un moment, il faut arrêter de se prendre la tête. Donc si quelqu'un aujourd'hui écoute ce podcast et regarde. Ouais, et puis on encourage les parents qui écoutent ce podcast aussi peut-être à essayer de faire tester plusieurs sports à leurs enfants. Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans tes jeunes années et qu'il est peut-être encore aujourd'hui? De manière générale, ça peut être ce que tu veux. On va dire quelqu'un qui te motive, tu sais, qui vraiment t'a porté. Qu'est-ce qu'on entend par mentor? On prend quelqu'un qui me motive, qui me forme, de qui je me suis inspiré. On parle de quoi quand on dit mentor? Juste pour être sûr. C'est à ton bon vouloir, tu peux même en donner plusieurs, hein, ça donnera des références pour les gens qui veulent aller chercher un peu plus loin. D'accord. Alors moi, au niveau du chemin de vie global, je dois avec Arnold Schwarzenegger, il m'a quand même beaucoup motivé. Niveau physique, il y a des trucs sur lesquels je suis pas forcément très fan, mais niveau vision de la vie, philosophie de la vie, puis même le fait d'avoir la niaque et de tout le temps aller chercher un peu plus loin à chaque fois, j'aime beaucoup cet esprit-là, et cet homme-là m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup motivé, parce qu'il y a plusieurs étapes dans sa vie, parce qu'il a su spécialiser à chaque fois, il a su rebondir, il s'est jamais dit bon bah j'arrive pas, c'est foutu. Il a toujours dit bon bah si j'arrive pas à rentrer tout droit comme ça, je vais faire l'anguille et serpenter pour passer autour des obstacles si j'arrive pas à passer dessus ou à les détruire. J'aime beaucoup sa vision des choses à cet homme. Après on peut peut-être parler un peu d'un gars qui s'est fait connaître surtout sur Instagram, qui s'appelle Artemus Dolgin. Donc c'est un athlète qui a lancé sa marque qui s'appelle Golden Aesthetic, et ça a été un des premiers sur les réseaux sociaux à remettre au goût du jour l'esthétisme du classique physique, parce que le gars, je crois que c'était en quelle année? En 2020, je crois qu'à partir de 2015, le gars a commencé à vraiment exploser sur les réseaux, parce que on aurait dit un mini Arnold, littéralement, un mini Arnold mixé avec Frank Zane. Et le gars, c'est un Biélorusse qui a vécu pas un bidonville, mais un quartier très pauvre. Le gars, il est arrivé en tant qu'immigrant SDF aux États-Unis quelques années après, double master en finance et en économie, double carte pro en bodybuilding. Il a son entreprise, il fait son coaching, il a réussi à tourner sa vie autour. C'est peut-être un espèce d'Arnold moderne d'une certaine manière. J'aime beaucoup son chemin de vie, sa vision des choses. Le gars est un peu extrême, un peu excentrique, mais j'aime bien ce genre de personnalité qui au final te dit bah même quand t'es au fond, tu peux toujours rebondir. Et pour l'entraînement c'est pareil, toujours cette idée de toujours se surpasser, trouver un truc à faire, varier. T'as une blessure, c'est pas grave, fais autre chose. Y a un truc que t'aimes pas, on s'en fiche, fais autre chose. Essayer d'innover un peu, d'innover, de réinventer certaines choses des fois. C'est ce que j'aime chez ces gens-là.
Ok, et enfin, troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu aimerais recommander aujourd'hui? Un livre. Oh merde. Ouais, le plus compliqué, c'est de faire un choix. Je dirais aux gens de lire au moins une fois Cro-Blanc. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est celle d'un loup, d'un jeune loup, qui perd très vite ses parents, qui doit très vite se débrouiller, qui apprend la vie un peu the hard way, qu'il apprend à la dure, et c'est très... Enfin, moi je l'ai lu, je devais avoir 10 ans, ou un peu plus tôt, je sais plus. Et j'ai lu toutes les versions, du coup, entre mes 9-10 ans et 14-15 ans. Et moi, ça me marquait parce que c'est assez étrange de dire t'es un loup, t'es un animal, un truc qui est censé être un peu teubé, parce que quand t'es gamin, tu dis bah le truc il veut bouffer, quoi. Enfin, voilà. Et se retrouver dans le psyché d'un animal comme ça, et de parler de vie ou de mort, de combat pour la vie, de ci, de ça, de ça que t'aimes bien, au final, donc... et aussi de notions un peu de liberté d'expression, liberté physique, liberté de penser, etc., etc. J'aime beaucoup ce livre en fait, parce que je m'attendais pas à avoir ce genre de lecture. Moi, je m'attendais à avoir un truc, c'est un loup, et ben, il grandit, il devient balèze et il tue tout le monde et c'est le plus fort et basta. J'étais gamin en même temps, donc bon. J'étais pas habitué à des niveaux de lecture aussi élevés en fait, et ce livre-là, il m'a cassé cette limite en fait. Il m'a vraiment fait passer un niveau de lecture qui est beaucoup plus élevé, parce qu'il y a beaucoup de messages en fait dans ce genre de livre. C'est une recommandation plutôt originale, je laisserai la référence dans les notes de l'épisode évidemment. Je propose aux gens d'aller lire le bouquin, je vais le marquer sur ma liste de lecture. Je connais le personnage, on va dire, de Cro-Blanc, mais j'ai pas lu le livre, je me le rajouterai dans ma liste. Si on veut te suivre, te contacter ou alors te retrouver, te poser des questions, où c'est qu'on peut le faire? Alors j'ai Airsoviac, du coup, c'est mon pseudo. Donc si vous tapez ça sur internet, vous me trouvez partout. Vous avez mon site internet qui est en anglais. Vous avez mon Instagram, bien évidemment, qui est lié à une page Facebook aussi, qui est disponible. Je suis aussi sur YouTube. Vous pouvez me joindre partout. Sur Instagram, vous avez les messages privés, Facebook aussi. Vous avez aussi mon mail qui est affiché si vous voulez me parler directement par mail ou je ne sais quoi. Voilà, on peut préciser que tu proposes des coachings en ligne, des programmes en ligne également, sur ton site web en français. Ton site est en anglais, mais... Oui, c'est ça. Je suis bilingue, donc c'est français et anglais. Ouais. Je fais les deux. Donc voilà, et puis ouais, tout ce qui est ressources et autres, ça va être des articles sur mon site, ça va être sur Instagram, je le fais de moins en moins parce que personne lit, j'en suis rendu compte, mais dans la description, j'essaie de toujours apporter quelque chose, des conseils et autres, ou mon expérience sur quelque chose, une diète, un exercice, une expérience X, et les vidéos YouTube bien évidemment. Voilà. Parfait. Les gens n'auront même pas besoin d'aller taper ça sur Google, puisque je mettrai les liens de chacune des plateformes où c'est qu'on peut te retrouver directement dans les notes de l'épisode. Faites dérouler les notes et dans la partie Contact Airsoviac, vous aurez tous les liens évidemment. Si vous voulez plus d'informations sur les coachings que tu proposes, sur les suivis à distance. Avant de terminer cet épisode, on arrive au bout. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter, un dernier message à faire passer avant d'en terminer ici? Du coup, je voulais te remercier, toi, Jérôme, de me laisser la chance et l'opportunité de pouvoir parler sur ton podcast. Je ne le connaissais pas avant que tu me contactes, donc tu m'as fait beaucoup découvrir. Il y a des podcasts qui m'intéressent, j'en ai pas encore écouté un seul, mais il y en a beaucoup, justement, qui m'intéressent, notamment celui avec Maître Cal. Donc voilà. Merci beaucoup de donner la parole à beaucoup de sportifs et de gens qu'on peut peut-être mettre un peu dans la case des personnalités publiques et fini, alors qu'en fait, il y a des messages derrière. Et merci beaucoup malgré le fait que t'as un podcast sur la biomécanique, l'ostéopathie, tout ça, de parler en fait beaucoup du sport, et le sport, pas juste sport peut-être discipline olympique, mais de sport peut-être un peu moins connu, où on n'est pas trop sûr que c'est du sport, comme des trucs de bodybuilding, de musculation, etc. Et puis aux gens qui ont écouté ça, merci beaucoup d'être restés pendant du coup 1h30. Et puis je vous souhaite de rester en bonne santé. Bon, moi je te remercie d'être passé sur le podcast. Encore beaucoup de réponses à mes questions. Il y a beaucoup de sujets que j'avais jamais abordés jusque-là dans l'émission. Donc je suis toujours le premier auditeur de mes propres podcasts, enfin en tout cas au moment où je les enregistre. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je te remercie. Il y a pas mal de questions que je m'étais notées, dont tu le sais, puisque je t'avais envoyé une petite liste de choses que j'avais préparées, que je n'ai pas pu, que j'ai pas abordé aujourd'hui parce que je tenais pas à avoir un épisode qui était trop long. Des fois on peut perdre les gens. J'essaie de rester concentré sur on va dire une thématique, l'ensemble d'une thématique, mais ça n'empêchera peut-être pas de faire un prochain épisode
pour rattraper toutes ces questions qui n'ont pas été posées aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie encore une fois et puis je te dis à très bientôt peut-être pour un prochain épisode. Merci beaucoup Jérôme, à très bientôt à toi aussi. Bravo à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, qui a été peut-être un petit peu plus long que les derniers épisodes sur ce podcast. S'il vous a plu, la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement le partager à quelqu'un qui s'intéresse au sport, qui pratique la musculation, qui a un attrait pour le bodybuilding. Il aura peut-être pas mal de choses à en retirer de cet entretien avec Arsoviak. Vous pouvez lui envoyer directement par message. Partagez-lui l'épisode, ça lui fera en même temps découvrir le podcast qui fonctionne énormément de bouche à oreille. Donc vous me rendez service aussi. Et pour ça, je vous en remercie. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez me laisser un avis sur l'application Apple Podcast, qui est uniquement sur iPhone. C'est là où je demande généralement de me laisser un avis, car c'est ce qui aide le mieux à référencer le podcast sur la plateforme Apple, iTunes, qui permet de faire monter le podcast dans les rankings et de faire découvrir cette émission à plus de monde, ce qui me permettra de produire plus d'épisodes. Si justement vous souhaitez m'aider sur ça, très simple, vous laissez une évaluation de 5 étoiles avec un avis, vous pouvez laisser un petit commentaire sur l'application pour me dire ce que vous en pensez et pour apporter votre petite contribution à cette émission. Une dernière chose, premier lien pour la lettre biomécanique si vous voulez vous inscrire. Je ne vais pas en reparler très longuement, il vous suffit simplement d'aller voir, cliquer sur le lien qui est biomecaniquepodcast.com/lettre. Vous aurez toutes les indications dessus. Pour ceux qui sont directement abonnés au podcast et qui pensent qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de recevoir chaque épisode dans la boîte mail, sachez que j'écris toujours un texte qui est lié à ces épisodes, que si un jour j'ai une information capitale, on va dire, à vous partager, je pourrai directement vous la transmettre dessus à n'importe quel moment. Voilà, et comme je le disais, j'écris toujours un petit texte qui est personnalisé avec soit une réflexion, soit une idée ou un concept que je cherche à faire passer pour présenter l'épisode. Allez, je remercie les plus fidèles d'être avec moi encore jusque-là. C'est aussi vous qui faites vivre l'émission dans un sens. Je vous souhaite une très bonne semaine. Entraînez-vous bien, mangez bien, dormez bien, soignez-vous bien aussi si c'est le cas. Et puis quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye bye.